Bonjour à tous. Salut. Donc on se retrouve pour une émission spéciale aujourd'hui, émission spéciale de Reboot dans l'Humain, puisqu'on n'est pas tout seul. Attention, regardez, je vais faire le réalisateur. On a plusieurs setups multicam déjà, et surtout on a des invités. Bonjour, comment ça va ? Ça va super. Moi, ça va. On est super content d'être là. Vous inaugurez notre nouveau format, donc grosse pression pour vous. Ah, c'est encore mieux. Oui, Grosse pression pour vous. oui, et grosse pression pour moi qui doit gérer la caméra. Là, c'est moi qui choisis. Ah là là. Donc on a un plan large comme ça, le plan invité On n'arrête plus le progrès. et le plan Incroyable. comme ça. Bon, Voilà, on donc, va t'embaucher. Hein. Donc c'est la première fois que je fais ça, j'ai essayé de faire de mon mieux, mais de toute façon on est deux, donc voilà, au pire, si jamais c'est trop galère, je me concentrerai sur la réalisation et puis je laisserai Anthony, c'est son métier comme il est journaliste, contrairement à moi, poser les questions et faire ça très très bien. Donc oui, on vous reçoit, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter un petit peu le film pour lequel on vous reçoit aujourd'hui, tout simplement. Vas-y. Non, vas-y. Et après on regardera la bande-annonce. Moi, je suis Thomas Borneau et je suis co-réalisateur avec Cyril Montana qui est ici du film Welcome to Europe, qui est un film qui interroge notre rapport à l'immigration. Voilà, moi je suis Cyril Montana, je suis co-réalisateur avec Thomas. C'est mon premier doc avec lui, et lui il en a fait beaucoup plus que moi. Et voilà, et donc on a fait ce film effectivement qui interroge. Alors tu peux dire soit qui interroge notre rapport à l'immigration, soit un peu plus vénère qui déconstruit les idées reçues sur les exilés. Ouais. Ok, d'accord. Et le film s'appelle Welcome to Europe, donc Oui. on l'a dit, il est en salle en ce moment. Il faut aussi le oui. dire pour ceux qui nous regardent, allez le voir. Nous, on a adoré déjà. Je pense qu'on peut spoiler. Vraiment, il est ultra complet. Il est à la fois, on prend de la hauteur et en même temps, il y a une fibre humaine qui est assez incroyable. Il y a beaucoup de scènes très très fortes et qui nous ont, enfin en tout cas, on n'a pas trop débriefé rapidement par message, mais en tout cas, moi personnellement, qui m'ont bouleversé pour certaines scènes. On va en parler largement et en longueur. Déjà, bravo pour ça, et on conseille à ceux qui nous regardent d'aller le voir parce que ça fait du bien, surtout en ce moment où les discours réactionnaires, conservateurs, et racistes, racistes, xénophobes. voilà exactement, on court. Donc vraiment, on vous le conseille. Et je pense que la meilleure façon de commencer, c'est peut-être de regarder la bande-annonce. Oui, peut-être. tout à fait. Alors là, par contre, il ne faut pas que je me foire au niveau de la régie, parce que du coup, je dois cliquer ici. Premier test cliquer pour le sur- réalisateur. Comme ça. Ok, donc je mets ça. Hop, c'est bon. Ok. Donc ouais, on va commencer en regardant directement la bande-annonce, même si là l'écran se cache, je vais galérer à mettre en plein écran. C'est bon. Et puis après, on passera à l'interview tout simplement pour parler du film. On va avoir à peu près 1h30 pour parler de tout ça, peut-être un tout petit peu moins. Donc c'est parti. Le Twitch démarre parce que je vois pas les trucs. Alors, En il dit dans le Italie, chat, il y a un une problème quarantaine de technique. migrants, On est sur des dont lignes un nouveau-né, sont morts dans Normalement, un c'est bon. naufrage ce matin. Le bilan pourrait être bien plus lourd et il y avait entre 150 et 250 personnes à bord du bateau. C'est justement pour notre système social qu'ils viennent. C'est justement pour se faire soigner gratuitement qu'ils viennent. C'est justement parce qu'ils savent que dans quelques années, ils pourront faire venir leurs enfants, leurs femmes, leurs grands-pères, leurs grands-cousins, etc. C'est pour tout cela qu'ils viennent. Oui, ils viennent pour ça. On envahit, on pille, on détruit et on colonise. On est en train de faire un recul en arrière dans nos cerveaux pour faire des mers qui nous entourent, des cimetières, des vrais dragons, qui vont dévorer celles et ceux qui sont candidats à l'exil. C'est ça qu'on est en train de faire. L'identité de la France, les contours de l'identité de la France changent, n'ont cessé de changer et vont continuer de changer. On a une devise qui s'appelle liberté, égalité, fraternité. Sur la question de la fraternité, c'est un peu compliqué d'interdire les gens à aider d'autres gens, quoi. Lorsque les gens quittent chez eux, ils le font pour des raisons impérieuses. Ils ne vont pas prendre des risques insensés, ils ne vont pas dépenser des milliers d'euros auprès de passeurs pour avoir du Dafalgan remboursé par la sécurité sociale ou pour toucher quelques centaines d'euros d'allocation familiale. C'est complètement absurde. Est-ce que demain, si on me renvoie chez moi, ils vont renvoyer aussi mon fils? Ce sont nos enfants, nos enfants. Et c'est pas la peine d'entrer dans des considérations juridiques, droit du sol, droit du sang, etc. Ce sont nos enfants dans la société, dans la réalité, dans le système éducatif, dans le système de travail. That sea, that for you is a protection to keep us far, is a monster that eats a lot of refugees, killed a lot of baby, killed a lot of people. What I'm telling to you is a story for you maybe, but for us it's something else.
Hop là, alors attendez. Et bon. Donc voilà pour la bande-annonce. Alors désolé, j'ai fait n'importe quoi avec la caméra. Je dois remettre le chat. Et puis Je vois que dans le chat, ils disent profiter d'avoir 2 réalisateurs pour leur laisser le contrôle des caméras. ouais, bah ouais, Bon, ouais, on va peut-être faire ça. c'est le moins formé qui s'y colle. Mais c'est pas très grave. Vas-y, je te laisse commencer avec la première question. Thomas et Cyril, c'est c'est le 2e documentaire, je crois, sur lequel vous travaillez ensemble. Ce sujet-là n'a rien à voir, évidemment, par rapport au premier. Le premier, c'était Cyril contre Goliath. Peut-être que vous pourrez aussi nous en dire un mot. Mais pourquoi vous êtes lancé d'abord dans ce genre de documentaire, et pourquoi en duo cette fois aussi encore? Je dis le début. Comment? Je raconte le début. Vas-y, le début. Le début, c'est 2015-2016. Je suis dans mon canapé, je lis les journaux et je vois qu'il y a des familles qui se font. On appelle ça la crise migratoire, mais pour nous, c'est une crise de l'accueil. Et on voit des gens sous le métro aérien qui se font gazer, qui se font dégager, à qui on arrache les tentes et tout. Et je comprends pas, ça me révolte. Donc je vais voir mon fiston Grégoire. Je lui dis Grégoire et tout, il y a des trucs quand même, c'est ouf, qu'est-ce que t'en penses? Et mon fils me dit écoute, papa, ouais, je comprends, je suis d'accord, mais moi, je fais un truc, c'est que je file un coup de main à une asso qui s'appelle Utopia 56. Tu devrais y aller. Okay, ouais. Donc tac, j'y vais, je rencontre les mecs, ils me filent les clés d'un camion, puis je fais des maraudes, je vais chercher du linge, enfin je fais plein de trucs pour eux, distribuer des petits déjeuners, distribuer des fringues et tout. Et puis petit à petit, je vais voir Thomas, avec qui on avait fait un premier film, et je dis à Thomas... On était en train de le faire. Hein. On est en train de le finir, ouais. On est en montage. Et je lui dis, Thomas, il y a ce truc-là, viens, après celui-là, on fait un doc sur l'immigration. Et il me regarde, il me dit, mec, tu vas pas t'improviser un doc sur l'immigration parce qu'on va se faire défoncer si on fait de la merde, en fait, pour être clair, pour parler crûment. Et donc voilà, et donc ça a commencé comme ça, en fait. Voilà. Et là, après, vas-y, je te laisse, mon vieux. Et Cyril contre Goliath, bon, je connaissais pas Cyril quand il est venu me parler de son village, parce que c'est quand même un embrouilleur, Cyril. Quand il veut quelque chose, il va à fond. Alors, juste Cyril contre Goliath, c'est le premier film que vous avez réalisé ensemble, sachant que vous avez réalisé 2. Et sorti en 2020 en salle et après sur OCS et compagnie. Voilà. Et là, j'étais seul réalisateur, parce qu'on se connaissait pas encore. Okay. Et ce qui m'a motivé, c'est quand j'ai rencontré les gens dans le village, quelqu'un un jour dit, en parlant de Cyril, toi, tu es un petit arbre qui cherche ses racines. Et vraiment, je me suis dit, bah tiens, c'est beau de faire un arbre sur un petit arbre, enfin faire un film sur un petit arbre qui cherche ses racines. Un truc quand même, on va faire le pitch parce que les gens, si tu dis ça, ils sont pas au courant. Juste le film, je te fais le pitch en 2 secondes. Ça se passe dans un petit village dans le sud de la France qui s'appelle Lacoste. C'est un village médiéval perché à flanc de colline, 400 habitants. Et il se trouve qu'en 2000, il y a le couturier milliardaire Pierre Cardin qui s'est pointé. Il a acheté les ruines du château du Marquis de Sade qui surplombent le village, puis 1, 2, 3, puis 40 maisons, toutes les boutiques du village en gros, et 50 hectares de terre pour ne rien en faire. C'est-à-dire que le mec, encore tu peux tout racheter, mais si tu fais des choses bien, c'est cool, mais il laissait tout vide. En l'occurrence, c'est le village de mon enfance. Donc au bout d'un moment, ça m'a rendu dingue. Et en 2013-14, je suis allé voir Thomas et on a fait un film là-dessus où, en fait, j'essaye de rencontrer ce mec-là pour lui dire qu'est-ce que tu fais avec le village de mon enfance, en fait. Et on convoque des philosophes, des activistes, des économistes sur qu'est-ce qui se passe dans le village, est-ce que c'est une métaphore du monde moderne et comment il se fait qu'un mec puisse acheter un village quasiment. Et en fait, voilà. Et quelles sont les valeurs et est-ce qu'il faut... Et c'est quoi l'engagement, en fait, voilà. Voilà. Donc j'ai suivi pendant 5 ans Cyril dans son engagement pour ce village contre un milliardaire et son réenracinement dans ce village, en fait, dans lequel il avait grandi. Et il y a un peu une suite dans Welcome to Europe, parce que quand Cyril me parle d'immigration, de problèmes migratoires, du fait de vouloir faire un film dessus, il y a quelque chose alors qu'il était en train de travailler sur un bouquin à la mémoire de son grand-père, Joseph Montagnac, qu'on voit dans le film, dont on parle dans le film. Oui. C'était pas le premier argument que Cyril dise « je suis issu de l'immigration ». Donc c'est quelque chose qui me touche. Voilà. Comme si, quelque part, l'immigration espagnole dont on parle, l'immigration italienne, portugaise, polonaise, il y avait une assimilation qui a été forcée, qu'il y a une rupture et un déracinement total dans l'affirmation en fait, de cette immigration. Et du coup, ce qu'on s'est dit, je lui ai dit, il faut qu'on commence par ce grand-père, en fait, et qu'on remette, en fait, des racines en place. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est la question qu'on pose dans le film, que Cyril pose au début, est-ce que les choses ont changé en 80 ans? Voilà. Et le truc, c'est simplement, c'est vrai que moi, ce qui me révoltait, c'est que finalement, j'avais moi-même, je suis petit-fils de réfugiés politiques, en fait, et en fait, ce que je voyais, c'était aussi ce qui s'est passé avec mon grand-père, c'est-à-dire que les mecs sur place étaient des... lui, en l'occurrence, il était capitaine républicain.
donc condamné à mort par Franco à l'époque. Il tenait le front de Barcelone, et à un moment, Franco a gagné la guerre grâce à Mussolini et Hitler qui sont venus bien aider le Lascar. Ils ont dû tous se casser, et là, lui, il a dû s'enfuir. Et c'est, comme dirait Thomas, ces héros sur place sont devenus, quand ils sont arrivés en France, de dangereux bolcheviks qui venaient ruiner la nation française. Donc, si tu veux, et interné dans un camp, et sans papier pendant 3 ans. Donc, si tu veux, à un moment, ce basculement des valeurs dès lors que tu passes une frontière, elle est complètement surréaliste. Et nous, en plus, comme on est asphyxié de salade sans arrêt de la part de médias qui sont complètement idéologiques et qui nous balancent des fake news à longueur de journée, j'ai eu besoin de me dire, attends, mais est-ce que dans là-dedans, il y a de la vérité ou pas? Est-ce que l'immigration est un danger? Est-ce que ça coûte cher? Voilà. Enfin, c'est toutes ces questions à la con qu'on peut avoir en tête, même si on est plutôt humaniste, tu vois. Et donc, j'ai dit, ok, maintenant, on prend les choses au sérieux, on prend 5 ans de notre life, on fait le tour de l'Europe, on va voir les gens et on donne la parole aux exilés. Donc, c'est une manière un peu d'offrir aux gens, en fait, les gars, vous n'avez pas le temps. Nous, on vous a fait une synthèse en 5 ans de l'immigration en Europe. Voilà. Mais justement, quand on regarde le documentaire, on voit, en tout cas, enfin, c'est ce que j'ai senti, une volonté de s'adresser à tous les publics, de convaincre au-delà, évidemment, des personnes convaincues. Est-ce justement ce choix-là de prendre comme fil rouge, ou en tout cas comme point de départ, mais qui devient aussi un fil rouge, voilà, Cyril, petit-fils de réfugié espagnol, est-ce que c'est aussi une façon de montrer qu'il y a un continuum entre l'immigration européenne et l'immigration extra-européenne? En gros, les immigrés de tout temps en France ont subi les mêmes calomnies, les mêmes insultes, le même dénigrement. C'est ça aussi. Oui, c'est hyper important, je pense, de le montrer, parce qu'on était là, effectivement, avec cette immigration européenne, face à des gens non racisés, qui ont été humiliés. Enfin, on disait les Rital, on disait les Espingouins, on disait les Polacs, on disait les Portos. Enfin, je veux dire, faut se rappeler ça. C'est-à-dire que c'est quand même des personnes qui ont subi des humiliations et qui ont subi des choses qui sont terribles et qui sont, qui rappellent aujourd'hui ce que peuvent subir des Afghans quand ils arrivent, des Syriens, des Érythréens. On est effectivement dans ce même genre de comportement et d'attitude vis-à-vis d'eux. C'est important parce qu'aujourd'hui, je pense, on a montré ce film dans des classes à des jeunes étudiants en 4e. Ouais. Il y avait une petite fille racisée qui était la seule dans une classe et qui semblait porter sur elle-même toute la responsabilité de ces questions migratoires. Et quand on a demandé qui dans la classe est issu de l'immigration sur 2 ou 3 générations, on était dans le Limousin, il y a beaucoup d'immigration italienne là-bas, il y a à peu près 40% des élèves qui ont levé la main. Et cette petite fille, elle a souri, elle était plus seule. C'est-à-dire qu'on fait porter sur les personnes racisées. Quand on entend aujourd'hui les discours, il n'y a que les gens qui sont racisés, qui sont des migrants, enfin, qui sont issus de l'immigration. Et de toute façon, c'est migrants un jour, migrants toujours. Voilà. Et je pense que c'est important aujourd'hui de rappeler l'histoire. C'est très, très important de convoquer l'histoire, de comprendre qu'on est la deuxième pays d'immigration au monde, qu'on s'est construit sur l'immigration et qu'il y a, je trouve, une fierté de l'immigration qu'on devrait en fait sonner. Je ne sais pas, vous ici sur le plateau, qui est ici de l'immigration ici? Oui, je suis fils d'immigrés espagnols. Voilà, donc là on est quand même à 50%. Moi pas espagnol, mais j'ai pas un nom de famille français non plus. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui est important. Voilà, c'est-à-dire que faire France, faire société, c'est quand même aujourd'hui de reconvoquer l'histoire et de pouvoir dire, et ça fait du bien à tout le monde de l'entendre. Oui. Petite réponse à Turbo Raclette. Turbo Raclette, il nous demande c'est le Château Lacoste avec les œuvres et les restos éclatés. Non, c'est pas Château Lacoste. Château Lacoste, c'est à 100 bornes de Lacoste. Ok, d'accord. C'est un centre d'art contemporain. Nous, c'est le village de Lacoste dans le Luberon, à côté d'Apt, à côté de Beaunieu. Voilà. Je le dis pour Turbo parce qu'il c'est la question. Effectivement, alors moi je connais pas bien Château Lacoste, je connaissais pas du tout, donc j'ai vu le message, mais je me suis dit je sais pas quoi répondre, mais très bien. Bien joué l'interaction avec le chat, parce que c'est vrai que parfois on manque un petit peu d'interaction avec le chat, ça peut arriver, donc on progresse là-dessus. Bien joué. On est sur Twitch et c'est bien de le dire. Alors une autre question, le film commence par la définition du mot barbare. Et pourquoi ce choix de commencer avec la définition du mot barbare, et qu'est-ce que ça signifie un petit peu dans le cadre du film de commencer comme ça? Alors franchement, c'est des premières idées que j'ai eues et que j'avais envie d'exploiter, parce que c'est il y a quelque chose dans le mot barbare, dans sa définition en termes de nom propre, c'est celui qui n'est pas né dans la cité, ou qui n'est pas de sang pur. Donc c'est quelque chose qui est important, ça ramène de toute façon à la cité grecque ou à la cité romaine. Mais dans l'adjectif, c'est quelqu'un d'inhumain et de cruel. Et je trouve
qu'on est encore aujourd'hui sur cette définition de l'étranger. En fait, c'est le barbare qui, de façon inhumaine et cruelle, vient envahir notre pays. Mais ça ramène en fait aux invasions barbares. Les invasions barbares, en fait, en Rome, où permettaient à n'importe quel étranger de pouvoir rentrer en fait dans la société romaine. On lui donnait un lopin de terre pour qu'il puisse l'exploiter, ce qui n'était pas con, puisque d'une certaine manière, récupérer de l'argent en exploitant des terres. C'est quand les généraux romains ont commencé à être trop corrompus, qu'ils commençaient à demander de l'argent, qu'il y a eu cette invasion barbare. C'est-à-dire que ces personnes sont rentrées dans Rome, en fait, et qu'il y a eu des massacres et des tueries. Voilà. Mais on a gardé de cette notion du barbare, en fait, le côté inhumain et cruel, comme si c'était des uns. Et aujourd'hui, quand on parle d'étrangers, ce qui est toujours ramené par les gens du Rassemblement national ou de Reconquête, c'est cette idée du viol, en fait, des femmes et des enfants, des couteaux, des coups de poignard. Enfin, quand on entend ces news, on a l'impression que tous les jours, il y a des mecs, en fait, salafistes qui poignardent des gens dans la rue, quoi. Ouais, c'est exactement, et c'est aussi du coup cette essentialisation, c'est-à-dire que c'est vraiment la grande technique aujourd'hui de la galaxie Bolloré, c'est-à-dire que le mec il a quand même préempté la télé, la radio, la presse, la création de films, et en fait tout ça marche en silo, et en fait qu'est-ce qui se passe? Et ben le barbare, d'un seul coup on va essentialiser un fait divers, et c'est Bourdieu qui disait on fait diversion, c'est-à-dire qu'on prend un fait divers et on va le monter en épingle. Mais si tu regardes en fait en France, les mecs, il faut juste prendre du recul. Il y a 2 ou 3 homicides volontaires par jour en France. Et c'est du bon français qui va violer sa voisine, violer sa petite fille, mettre un coup de bastos dans son voisin parce qu'il a mal garé sa bagnole. C'est tous les jours, je veux dire. Donc voilà. Donc le barbare, d'un seul coup, c'est cette volonté de désigner l'autre sur un fait divers, par exemple. Mais c'est vraiment construit tout ça. Et ça finit par fonctionner. Je veux dire, c'est quand même assez dingue. Et je voulais juste répondre à El Miguel qui dit, et Jacques Toubon, genre il est un peu sceptique, il dit ouais, Jacques Toubon, pourquoi il y a Jacques Toubon? Et ben c'est drôle, ça me fait penser à un truc, c'est que moi je lui avais fait une petite blague parce que Jacques Toubon il a quand même bien changé son fusil d'épaule par rapport à ces questions-là. Il vient de la droite dure, il vient de la droite dure. Il vient de la droite un peu vénère, mais il a complètement changé en étant défenseur des droits. Et puis à un moment, je l'avais chopé dans une manif après l'interview, je lui ai dit Monsieur Toubon, j'ai toujours su que vous étiez quelqu'un de gauche. Il n'avait pas, non, il n'a pas rigolé. Il n'a pas rigolé, il a ri jaune. Mais je le salue, voilà. J'espère qu'il fait pas trop la gueule. Mais en même temps, je trouve que c'est pas quelque chose, soit de dire que c'est de gauche de s'intéresser aux questions migratoires et de défendre une forme d'humanité, c'est une énorme connerie. Et je pense que c'est important que la droite aussi puisse s'emparer de ça en disant simplement ces questions-là, elles nous importent. Et je pense que toi, finalement, c'est pas de dire vous êtes de gauche, c'est de dire c'est bien que la droite puisse à un moment donné récupérer aussi cette question-là et se l'approprier. Non, mais je déconne parce que un petit détail quand même, juste, je suis allé voir l'autre jour, je suis allé dans le 15e, je suis allé voir un truc de l'UDR, les mecs. J'ai fait ça. Non, mais le maire de Massy, les mecs, il a sorti un bouquin incroyable sur l'immigration et c'est un mec de droite, donc j'ai essayé à tout prix. Je voulais dire, attendez les gars, là on converge, on rassemble les forces parce que son bouquin est génial et vraiment il déconstruit toutes les idées reçues et il les cache et il dit voilà les choses, en fait il faut arrêter et c'est bien qu'un mec de droite fasse ça. Je veux dire, moi j'étais super étonné. Donc j'ai voulu l'inviter, qu'il vienne un peu discuter. Bon, j'ai jamais eu de nouvelles, mais en tout cas, je trouvais ça assez dingue et assez chouette qu'en fait qu'on puisse tous ensemble parler d'une même voix, quoi. Oui. Alors justement, non, j'avais une petite remarque, c'est pas dans nos questions pour le coup. Moi, j'ai l'impression que l'immigration, de manière générale, ça fait partie de ces sujets. Bon, après, il y a peu de gens qui médiatiquement à droite ont un discours humain finalement par rapport à tout ça, mais j'ai l'impression quand même que c'est le genre de sujet qu'on s'y intéresse pour de vrai, avec un tout petit peu d'honnêteté intellectuelle. Directement, il y a un peu d'humanité qui ressort par rapport à ça, et c'est peut-être ça qui explique que certaines personnes de droite, on va dire les rares personnes de droite qui appréhendent ce sujet-là en étant de bonne foi, sans être dans une forme d'instrumentalisation, et ils ont tendance à se rendre à l'évidence et en fait à tirer des conclusions qui sont proches des personnes de gauche. Donc je sais pas ce que vous en pensez de ça, mais je trouve que ça se voit même un peu dans le film. Alors il y a pas forcément beaucoup de gens de droite qui sont interviewés dans le film, on sait pas trop en tout cas, mais on remarque qu'il y a des témoignages qui sont qu'on soit en Espagne, qu'on soit en Grèce, qu'on soit en France, peu importe les différents acteurs de l'accueil ou des gens qui connaissent le sujet qui ont été interrogés, on voit qu'il y a quand même les discours ont tendance à se rejoindre, quoi. Donc, est-ce que vous avez l'impression qu'effectivement, dès qu'on commence à s'intéresser avec un petit peu de sérieux à ce sujet-là et avec un petit peu d'honnêteté, on se retrouve à avoir tous les mêmes conclusions, ou c'est quand même sujet à une forme d'interprétation? Il y a toujours des biais, mais on ne peut pas les enlever. Mais je pense que Jacques Toubon, c'est un très bon exemple. Jacques Toubon, en devenant défenseur des droits, en sortant en fait aussi d'un parti, parce que les politiques, dès qu'ils sortent d'un parti, généralement, ils peuvent avoir un peu plus de facilité à pouvoir exposer des idées. Mais je pense que lui, il y a une vraie compréhension,
une vraie révélation, et aussi je pense sur les chiffres, hein, parce que c'est toujours compliqué de voir un phénomène quand on a des chiffres qui sont complètement faux, quand on est pris dans des idéologies et qu'on a aussi un principe électoraliste en tête. C'est toujours compliqué parce que la droite s'est toujours positionnée quand même, voilà, sur ces questions-là, en disant voilà, on fait gaffe. Enfin, c'est le bruit et l'odeur de Chirac. Il faut voir quand même en fait d'où vient aussi tout bon. Donc c'est quand même un peu ça. Mais effectivement, en sortant de ça, en étant face à la réalité et concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire ? Enfin, nous, on a fait ce film en se disant. De manière naïve, mais parce que c'était important de le faire, mais parce qu'aussi on est naïf. Hein, se dire, on ne s'est pas forcé pour ça. Allons voir en fait si les choses sont vraies ou pas, parce que finalement, sinon on n'arrive pas. Et on a les chiffres, on comprend que c'est pas un problème, il n'y a pas d'envahissement, qu'il n'y a pas d'ultra-violence, qu'il n'y a pas de vol de gâteaux, et que les gens, il n'y a pas de travail volé, rien du tout. Qu'est-ce qu'on peut dire à ça ? Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre argument que de dire, alors dignement, c'est pour des faux chiffres, pour des fausses raisons, qu'on laisse des gens crever sur la route de l'exil. Enfin, on a quand même plus de 70 000 personnes qui sont mortes en 10 ans sur la route de l'exil. Oui. Enfin, voilà, quand on compare à Gaza, cette année, je veux dire, on peut parler véritablement de la part de l'Europe d'un génocide organisé, mais pour rien. Et pour absolument rien, puisque d'une certaine manière, pour donner l'impression aux Européens d'être protégés par une Europe forteresse et d'empêcher les barbares d'arriver. Voilà, donc c'est pour de vrai. Quand on se retrouve là face à ça, à cette image-là, dans une démocratie, dans toutes nos démocraties européennes, moi je ne dis pas en mon nom. Voilà, je refuse réellement. Et je pense que le film, il est tout à fait grand public pour permettre aussi à des gens qui pourraient être tentés pour des votes RN ou de droite. C'est-à-dire, on vous donne des faux arguments, voilà, de manière électoraliste, mais vous ne faites pas avoir par ça. Voilà, vous faites pas avoir par ça, parce que c'est complètement faux. Votez quand même en pleine conscience de ce qui se passe réellement. Non, puis il y a cet anthème qui dit, c'est vrai qu'il dit la gauche n'a pas le monopole du cœur. Néanmoins, on ne peut que constater qu'il y a quand même plus de personnes de droite qui ont tendance à diaboliser l'immigration que le contraire. Enfin, il faut être honnête. Et à un moment, quand tu vois ça, mais il faut valoriser, comme tout à l'heure, ce maire de Massy qui, par exemple, lui, et ça doit pas être facile pour eux parce que c'est quand même entouré. Puis on voit aujourd'hui quand même les tentatives, le nombre de mecs de droite qui sont en train de switcher à l'extrême droite, mais sans problème, sans complexe, là, pas de problème. De converger clairement, quoi. Et nous simplement, voilà, c'est de rappeler quand même des chiffres. Et c'est un peu c'est pas dans le film, mais là, j'ai vu les dernières estimations. Une Mélanie qui laisse crever des gens en mer parce qu'elle empêche les bateaux d'aller sauver des gens qui quittent leur pays pour essayer de trouver un petit peu un accueil digne. Aujourd'hui, à la fin de son mandat, elle aura distribué 1 million de permis de travail. Je veux dire, on est dans un délire. Je veux dire, comment on peut, dans notre tête, dans notre cerveau, mais moi j'ai du mal à mettre. Elle est où la logique ? Tu laisses crever des gens, et par contre, qu'est-ce que c'est ? C'est néocolonialiste. Enfin, c'est quoi la stratégie derrière ? Là où l'Espagne, elle, par contre, le dit, Pedro Sanchez l'a dit, nous, on va prendre entre 600 et 800 000 mecs en 3 ans parce qu'on en a besoin. Voilà, donc, c'est un peu utilitariste, mais ça prouve bien qu'on a besoin des uns des autres. Quoi. Il y a un côté, voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que si t'es pas humaniste, sois logique. Je veux dire, pour ton pays, tu vois, sois un peu logique. Voilà, c'est... Voilà, c'est un peu le message du film aussi, et c'est vrai qu'on n'entend pas beaucoup ça du côté de la droite, malheureusement. Quoi. En parlant de paroles politiques, en particulier venant de l'extrême droite, on parlait tout à l'heure du mot barbare. Le plus souvent, évidemment, c'est eux qui montrent les réfugiés comme étant des barbares. Malgré tout, dans le film, vous ne leur faites pas une place. Est-ce que c'est parce que vous vous êtes dit... Ça sert à rien de leur faire cet honneur-là quelque part d'amener leur discours et de les déconstruire ou pour quelles raisons est-ce que vous êtes dit en fait notre but c'est simplement de convaincre les gens avec du factuel, avec du terrain, avec de l'humain et on laisse quelque part la matière politique de côté ou enfin comment c'est venu cette On a eu un débat là-dessus avec Cyril au début. Oui, après, je laisserai Thomas terminer, mais juste dire simplement, ces discours-là, le problème c'est que l'agenda politique et médiatique, c'est les forces de droite qui aujourd'hui l'imposent, et nous on est toujours en train de se justifier. Donc on est toujours dans un truc de défensif, mais si ils sont sympas, mais si on en a besoin, ça va les gars, c'est fini un peu, on peut arrêter ça. Et si tu vas sur Google tout à l'heure, tape le sale mot que je déteste, migrant, qui veut rien dire. Si t'es un migrant, ça veut rien dire, mais bref. Et qu'est-ce que t'as ? T'as que des images flippantes.
Mais on oublie tout l'apport de l'autre, le besoin qu'on a aussi d'autres expertises, d'autres visions, et puis ce qu'apportent les gens aussi en venant chez nous, on l'oublie. C'est que négatif. Donc à un moment, on ne va pas continuer à nous servir ces discours-là. On a au début du film une espèce de florilège de fake news de Zemmour pour le mettre en fond, et après c'est fini, les mecs, on les entend trop. Donc, et c'est une question aussi, pour finir, c'est une question de narratif en fait. C'est un moment, on a envie de vous dire, les gars, arrêtez avec ces narratifs. Nous, on a d'autres narratifs, d'autres représentations, d'autres histoires à vous raconter. On a des gens qui vont vous parler, on a des experts qui vont vous parler. Donc laissez-nous la place dans les médias. Oui, bah ça c'est quelque chose qu'on voit assez bien dans le film, quoi. C'est qu'effectivement ça parle assez peu de politique, et le truc qui, pour moi, en tout cas quand je l'ai vu, le truc qui est plus ressorti, c'est qu'il y a beaucoup de témoignages tout simplement d'exilés qui parlent de leur vie, et ça met des noms, des métiers aussi derrière. Il y a cette scène au début du film où vous allez voir des sans-abri, c'est afghans je crois principalement, il y a beaucoup d'Afghans, qui doivent être à Stalingrad, c'est à la Chapelle, voilà. C'est sous la ligne 2 là, le métro aérien, et du coup à chaque fois vous posez plusieurs questions, et la question qui revient souvent c'est quel métier tu fais, et on voit bien qu'en fait il y a des enseignants, des gens qui ont des métiers, qui ont fait des études, et ça remet un petit peu d'humanité derrière, et surtout ça montre que les profils des gens qui fuient leur pays, qui s'exilent pour tenter d'avoir une vie meilleure en Europe, et ben parfois c'est des gens qui avaient toutes les cartes en main entre guillemets sur le papier quand on regarde les professions qu'ils font pour avoir une vie normale chez eux, quoi. Et donc le simple fait de demander leur prénom à ces personnes-là qu'on voit souvent dans des images dans les médias mais dont on ne parle jamais réellement, et de parler de leur métier aussi, moi je trouvais que c'était assez fort, et c'est là qu'on se rend compte qu'on ne voit jamais ça à la télévision, vraiment jamais. Alors oui, je pense, mais ça rejoint ce que tu viens de dire, on les montre comme des barbares. On construit ce qu'on va dénoncer. Voilà, ça c'est un principe en fait, et politique et même médiatique. C'est-à-dire qu'à la Chapelle, il faut savoir que les flics déchirent leurs tentes de manière à ce qu'on les voit bien, comme des clochards, dormir sur des matelas sans pouvoir se laver, c'est-à-dire avec un accès quand même à l'hygiène un peu complexe et tout. C'est des gens qui viennent d'arriver. On voit dans le film, certains parlent pas très bien anglais. Le prof de mathématiques, voilà, il parle pas vraiment anglais, il parle pas français. C'est quand même compliqué. Ils sont tous mis comme ça, montrés sous la chapelle. Effectivement, les gens ont peur. Et on les comprend, puisque d'une certaine manière, on a construit un cliché comme ça de ces personnes-là. Ils ressemblent à des barbares, enfin à des gens, là, on se dit, oula, il n'y a que des mecs, ils font peur, quoi. Et c'est un truc terrible. Donc, nous, on a voulu montrer ces personnes en dignité. On a voulu leur demander leur accord avant tout, essayer de montrer que cette fiction, voilà, de l'immigration, elle a un but bien précis, c'est-à-dire de faire peur aux gens et de servir d'épouvantail. Regardez, vous voyez bien, ils se lavent pas. Comment voulez-vous qu'ils s'intègrent à la société française? Regardez, ils sont dans un bateau coincé, ils ont même pas, ils ont pas de yacht. Regardez, comment voulez-vous, ils sont même pas de maillot de bain cool. Non, mais ce que je veux dire, dans l'imaginaire des gens, c'est quand même un peu ce genre de choses. Il faut comprendre. Donc, ça a été un travail, mais nous, en plus, on y a été à la Chapelle de manière complètement naïve. C'est-à-dire que c'est pas du tout quelque chose de préparé. C'est pas des gens qu'on avait repérés avant. On va les voir. On va les voir et comme ça, ça vient comme ça. Ceux qui ont envie de parler, on explique. Donc, on n'avait pas les caméras qui tournaient. On essayait de faire gaffe. Voilà, si quelqu'un veut parler, on commence à parler dès que les caméras tournent. Et on a été sur le cul nous-mêmes. Et ça se voit, quand Cyril est là, t'es scotché. Non, mais c'est vrai que t'as l'impression que c'est une bande de SDF qui a du crack et compagnie, mais rien du tout en fait. Les mecs qui sont là, il y a un prof de maths, il y a un mec qui bosse en logistique, l'autre il connaît 5 langues. Et les mecs ils dorment par terre, et t'as d'autres comme qui viennent, qui sont afghans, qui eux maintenant ont leur papier, viennent les aider. Je dis mais qu'est-ce que tu fous là? Il est 3 du mat les gars. Il dit mais moi je peux pas. Il y en a un, il dit je peux pas dormir, les mecs c'est mes potes, c'est mes frères. Je dis mais toi t'as tes papiers, t'as tout, mais ouais je suis régularisé, mais je peux pas dormir. Et même si c'est pas mes amis, je viens les aider. Et tu sens qu'il y a aussi une solidarité. Et dès que tu vires le vernis de notre non-accueil, et ça faut qu'on l'assume, parce que la Convention de Genève, je peux vous dire qu'on la marche et on la piétine aujourd'hui, ce qui est lamentable. Donc on peut se targuer d'être un grand pays des droits de l'homme. Aujourd'hui, il n'y a pas de droits de l'homme pour ces gens-là. Il y a le droit de la rue. Et donc en fait, quand tu passes en caisse, tu rentres d'une fête un samedi soir, tu vois des mecs comme ça, tu dis oh là là, qu'est-ce que c'est à Stalingrad? Pas du tout, les gars. Pas du tout. Je vous dis, quand on dit prof de maths, quand on dit logisticien, quand on dit il y avait un sociologue. Là, dans des et on a besoin de toutes ces expertises aujourd'hui. On les laisse dehors, voilà. Donc c'est juste aussi c'est aussi simple de voir que dans notre quotidien, en fait, on est tellement intoxiqué par ces récits ou ce narratif qu'on essaie de nous imposer que nous-mêmes notre vision, et il faut que nous, on soit dans un doc pour se dire attends, viens, on pousse la porte, on va voir ce qu'il y a derrière. Et là, c'est vrai qu'on était scotchés, et Thomas et moi, quoi. Oui. Et d'ailleurs, c'est même étonnant d'être scotché parce que ce qui montre bien que la vision qu'on nous donne du monde
est déjà complètement fausse, quoi. C'est ça. Donc il y a vraiment un travail aussi un peu à se décentrer quand même, parce que, enfin, pas imaginer que tous les Afghans en fait ont des chèvres et n'ont pas d'université, n'ont pas de capacité en fait à être comme ça. Mais c'est ça, en fait, ce qui est étonnant, c'est d'être étonné dans le fait d'avoir des personnes qui arrivent à échapper, parce qu'il faut quand même avoir 5 ou 10 000 euros pour pouvoir en fait partir d'un pays. Donc c'est les plus riches qui viennent quand même en France. Donc c'est les gens les plus éduqués, c'est les personnes qui vont pouvoir finalement s'en sortir. Ouais, puis il y a Femanetek là qui. Oui, voilà, je voulais réagir à ce commentaire aussi, c'est intéressant. Vas-y, mon vieux, vas-y. Du coup, Femanetek qui nous dit, mais quand bien même il ne serait pas médecin ou polyglotte, ça serait tout aussi inacceptable qu'il dorme par terre. Alors évidemment, je pense que ni vous ni nous avons sous-entendu que c'est bon, on peut bien les accueillir puisqu'ils sont éduqués. C'est pas une question de ça, mais c'est plus histoire de montrer que de réhumaniser en fait ces personnes dont on ne parle jamais, quoi. Et par rapport au narratif médiatique qui consistera à dire que en fait c'est juste une espèce de bande de clochards, quoi. Et en fait quand tu vois et quand tu poses des questions, tu vois qu'il y a une variété dans les profils et qu'en fait c'est des êtres humains absolument comme les autres, quoi. Voilà, c'était plus par rapport à ça, quoi. Oui, c'était juste pour enlever le vernis de démonter les clichés, c'est ça. Des situations dans lesquelles elle met et de l'image que ça peut nous renvoyer nous-mêmes par rapport à des clichés qu'on a, mais même nous qui nous intéressons à la chose. C'est juste pour rappeler. Et en plus, oui, tu as bien raison, mon vieux, effectivement, qu'il faut, bien sûr, on s'en fout qu'il soit médecin. Mais en plus, il y a aussi ça, et on peut pas le présager, parce que l'image qu'on a, on peut penser que c'est des gens qui foutent rien, enfin j'en sais rien, tu vois, voilà. Donc c'est juste, et nous ça nous a aussi beaucoup étonnés avec Thomas, et ça fait partie aussi de notre déconstruction, parce que ce film il nous a appris plein de choses, même à nous. Tu vois, je te donne un exemple vite fait. Au début, quand j'ai aidé à Utopia 56, je suis arrivé et je distribuais à La Chapelle, il y avait un dôme blanc et je distribuais des fringues. Et les réfugiés venaient et ils avaient des petites cartes. Alors, quand tu arrives, tu as le droit à 3 pantalons, 3 t-shirts, machin. Et à un moment, il y avait beaucoup de jeunes Afghans ou d'Afrique subsaharienne. Puis moi, j'étais derrière un guichet, puis il y avait des cartons et je donnais les fringues. Et il y en a un, il avait le droit encore à un pantalon. Donc il me dit, le mec il me dit, tiens, j'ai un pantalon. Je fais, attends, bouge pas, c'est quoi ta taille? Il me donne sa taille, toc, je vais derrière, je fouille dans les cartons, je prends le premier froc que je trouve et je lui donne. Le mec, il prend le pantalon, il me regarde, il me fait « Mec, tu peux pas me donner ce froc ?» Et je fais « Ah ouais, merde ! En fait, t'es comme moi, t'as envie d'un bon gros jean bien comme il faut, quoi. Et je me suis dit « Mais mec, mais qu'est-ce que tu crois que tu fais, là ? T'es en train de faire quoi, là ? Ces mecs, tu veux, même moi-même, tu prends une leçon sur toi-même et sur ta propre propension à penser que c'est super ce que tu fais, que le mec il va prendre un pantalon en velours tout dégueu. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est le film, de par ce qu'on a fait, de par le fait d'éprouver et d'aller à leur rencontre, toi-même tu déconstruis tes propres clichés, ta propre connerie abyssale. Et autour de ces situations, tu parlais d'Utopia 56, il y a toute une solidarité qui se crée. Tu le disais aussi, parfois c'est la diaspora elle-même, c'est les personnes qui ont vécu ça, qui sont une fois qui sont installées, régularisées, mais elles reviennent, voilà. Est-ce que là aussi vous avez été scotché par cette solidarité-là, ce dévouement aussi, à la fois des bénévoles, mais aussi des personnes qui, en fait, elles s'en sont sorties et pourtant elles reviennent quand même aider d'autres humains comme eux. Et est-ce que ça dit aussi quelque chose de l'abandon de l'État, de voir que des gens se démultiplient pour aller aider sur leur temps, avec leur énergie, avec leur argent? De toute façon, soyons honnêtes, l'abandon de l'État, il est clair. Voilà. De toute façon, la France a fermé ses frontières depuis le Bataclan, ce qui fait qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un accueil digne, on est dans un accueil dans la rue. Donc ça, on peut dire que les gens s'intègrent bien à la rue. Mais si c'est prendre du crack, se retrouver confronté à la prostitution, à la drogue et tout, à la violence, voilà, ça c'est effectivement des questions qu'on a à se poser. Et du coup, j'ai oublié ta question. Non, mais est-ce que ça aussi, ça vous a scotché le niveau de dévouement de ces personnes ? On le montre dans le film. Avec Utopia 56, il y a Thomas Chambon qui est trésorier de Utopia 56. On était à Calais. À un moment donné, il craque, manière de craquer, mais il dit on prend cher. Nous, l'abnégation, le dévouement qu'on a vu de tous les gens qui travaillent dans ces ONG, organisations, associations pour venir en aide à la place de l'État. Enfin, c'est-à-dire que c'est quand même une organisation, c'est les fourmilières. On a vu à Calais, c'est des ensembles d'associations qui travaillent ensemble pour gérer quand même le fait de pouvoir apporter de la nourriture, de quoi dormir, des tentes et tout ça, parce que c'est... et de l'autre côté, l'État, la seule chose, plutôt que de venir en aide, voilà, à des mineurs par exemple isolés,
qui vont monter dans des bateaux et tout, ils rentrent dans la mer pour crever des bateaux. Alors c'est quelque chose, c'est pas leur boulot. Voilà, l'État fait complètement le contraire de ce qu'elle devrait faire, de mise à l'abri, d'aide par rapport à ces personnes-là. Oui, et l'abnégation de tous ces gens. Enfin, je veux dire, Cyril va parler de ce qu'on a vécu avec les pilotes volontaires au-dessus de la Méditerranée. Mais réellement, là, nous, il y a une prise de conscience, mais dingue aussi, de se dire, au-delà de ce qu'on a pu voir, c'est de se rendre compte qu'il y a des gens qui risquent leur santé mentale. Vraiment, leur santé mentale, qu'il y en a beaucoup qui tombent en burn parce qu'ils refusent l'inhumanité qu'on est en train de nous mettre en avant, quoi. Et c'est effectivement pas en mon nom, je n'accepterai jamais, en fait, qu'une personne meure sans que j'ai pu essayer de faire quelque chose pour elle. Et c'est quand même, voilà, nous, on appelle ça des héros parce que, enfin, c'est fort. Ouais, c'est clair. Non. Puis après, je répondrai à Anva63 qui a posé 2 questions super intéressantes. Oui. Mais ouais, non, vous dire, non, enfin, tu te sens que dalle par rapport à cette manière qu'ils ont de se dévouer. Je prends un exemple, les pilotes volontaires. Il y a les pilotes volontaires, il y a SOS Méditerranée, il y en a plein. Enfin, je veux dire, les mecs, ils bossent H24. Pourquoi ? Pour une révolte en eux et se dire, mais en fait, c'est quoi de quel vivre ensemble on a envie, quoi. De quoi on a envie sur cette putain de terre, quoi. Je veux dire, on est là, c'est incroyable qu'on soit là. Qu'est-ce qu'on fait de ce temps qui nous est imparti, et c'est cette volonté de se dédier à l'autre et pour essayer de faire en sorte que le sort de l'autre qui est pas enviable, il soit un petit peu mieux. Et c'est assez scotchant de voir ça. Et tu prends je pense que tu prends une sacrée leçon. Et je voudrais juste faire une petite parenthèse très, très importante là-dessus. C'est qu'il faut savoir que non seulement ils passent beaucoup de leur temps, il y a beaucoup de bénévoles, ils gagnent pas un rond, mais en plus ils sont menacés. Je rappelle quand même que ça nous scandalise pas beaucoup, je trouve, que SOS Méditerranée se soit fait tirer dessus, mais à la calache des gens. Les mecs, on est où ? Les mecs, ils sont sur un bateau, ils partent, il y a Mélanie qui les empêche de pouvoir sauver des gens. Ils se font tirer à la calache par les gardes-côtes libyens que nous finançons avec nos impôts. C'est des... Mais excusez-moi, ça s'appelle des fils de pute. Oui, on va dire les choses ou pas ? C'est des fils de pute. Ils tirent sur des gens. Le bateau, il a été arrêté pendant des mois à cause de ça. Et les mecs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils repartent. Attendez, je parle pas que de ça. Les gens en France, les SOS Méditerranée qui bossent pour eux, ils sont menacés par l'extrême droite. Il y a des gens, quand on fait des ciné-débats, ils veulent pas qu'on filme parce qu'ils ont peur aujourd'hui. Il se passe ça. Donc il faut quand même oublier que non seulement ils font tout pour les autres, et derrière, il y a des forces réactionnaires qui veulent juste leur faire fermer leur gueule, voire les buter. Donc je dis juste à un moment, ouais, on se trompe de héros, en fait. Et eux, ils ont le cran de continuer. Les pilotes volontaires, on nous voit voler en mer italienne, jusque devant la Libye, la Tunisie et compagnie. Je veux dire, les mecs, ils ont un petit coucou, on est dans un petit avion, c'est eux qui vont, parce qu'il faut faire le boulot, tu vois, et il faut faire en sorte d'arriver avant Frontex, qui est Frontex qui appartient à l'Europe et qui est soi-disant l'agence de protection des frontières, avec des gros avions, et qui vont dire « Ah, il y a un bateau là !» pour que les gardes-côtes libyens viennent les récupérer et les ramènent en Libye, où on sait ce qui se passe, c'est torture, viol et compagnie. Donc l'autre, dans son petit coucou suisse, là, il est là, on est dans une Twingo au milieu de la mer, pendant 16 heures d'affilée, il fait chaud, pour prévenir les bateaux qu'il y a un petit canot à sauver. Donc, je veux dire, et pour pas un rond, donc je veux dire, il y a quand même tout ça qui se passe. Donc oui, on peut dire que oui, on est hyper impressionné par tous les bénévoles, par tous ces assos qui font le bien et dont on n'entend pas assez parler. Et Anva63, elle a demandé un truc. Alors, attends, qu'est-ce qu'elle a demandé, Anva63 Il y avait une question intéressante. Par rapport à Cédric Héroux, je crois. Mais il y avait une autre question avant. Ah oui, il y a une question avant, oui. Est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes ? Très intéressant. Eh bien, contrairement à ce que tous les gens pensent, on est à l'équilibre sur le nombre d'exilés hommes et femmes. Même d'ailleurs, il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Ok, d'accord. On les voit moins parce que les assos font en sorte de pouvoir les mettre à l'abri en priorité avant les hommes. Voilà. Voilà. Donc, mais oui, il y a autant d'hommes que de femmes. Et est-ce qu'on a rencontré Cédric Héroux, qu'on adore, et qui aussi, je le dis juste 2 secondes, Cédric Héroux en ce moment, c'est l'enfer pour lui. Cédric Héroux, qui c'est ? C'est un paysan qui, depuis des années, est dans la vallée de la Roya, accueille tous celles et ceux qui traversent
les montagnes et qui se retrouvent pourchassés par les flics, bien sûr, dans les montagnes, et qui les accueille dans sa petite ferme, et qui aujourd'hui s'est constitué en Emmaüs, et donc il a, grâce à ça, un statut spécial qui permet d'accueillir de manière inconditionnelle les exilés. Aujourd'hui, il est harcelé par les forces de police. Il a monté un resto associatif qui permet de faire... Là-bas, ils font du maraîchage avec les exilés, mais pas que les exilés, aussi des SDF ou des gens en reconversion. Et en fait, ils sont harcelés, ils ont eu un contrôle fiscal sur le resto qui viennent d'ouvrir. C'est l'enfer. Dès qu'il y a un changement de préfet, donc lui aussi, c'est pareil, quoi. Donc oui, on peut admirer ces gens-là, quoi. Et il est dans le film, bien sûr. Il est dans le film. Je voulais juste rajouter un petit truc, par exemple, pour SOS Méditerranée. Mélanie a fait voter des lois. Nous, quand on a commencé à tourner le film commence, on voit cette image dans la bande-annonce, je spoil rien, c'est Crétonais, en fait, en Italie, et on était sur place, en fait, il y avait un naufrage qui venait d'avoir lieu, quoi. Ce naufrage, déjà, on a mis une demi-heure à comprendre, alors qu'on était là-bas, qu'il y avait des hélicoptères, des trucks, des corps et tout, mais c'était tellement surréaliste qu'on a du mal à comprendre ce qui était en train de se passer. Et ce naufrage, il est lié aux lois qu'avait fait voter Mélanie un mois auparavant, interdisant à un bateau d'ONG de faire plus de 2 secours en mer. Mais que faisait l'Italie aussi? C'est-à-dire qu'elle renvoyait les bateaux d'ONG vers des ports sûrs qui étaient à plus de 2000 km, c'est-à-dire que de la Sicile jusqu'au nord, en fait, de l'Italie. Ça leur coûte, je crois, 25 000 euros par jour en essence. Le fait c'est 5 jours aller, 5 jours retour pour revenir en fait sur place. Ouais, parce qu'avant, ce qu'il faisait, c'est qu'il sauvait un canot, il y avait par exemple 80 personnes, après il mettait les 80 personnes là, jusqu'à ce que la jauge soit maximale, je sais plus, 500, un truc comme, par là, je crois que c'est ça, Et ils remplissaient, et au bout de 3 semaines, ils allaient au port le plus proche pour que les gens puissent être remis à terre. Maintenant, c'est plus ça. C'est un sauvetage, et après, on t'envoie à 3000 bornes. Donc, pour faire ce boulot-là, c'est-à-dire que ça leur coûte énormément d'argent. Voilà. Ils sont violentés, menacés de mort, en fait, par les nationalistes qui, dans tous les pays. Faut avoir quand même un peu de cran. Et surtout, pour, en fait, récupérer des personnes qui sont pas morts en Libye, qui sont pas morts en Méditerranée, qui sont pas morts dans la montagne, et on va dire, on les embauche sans papier, à un salaire de misère, avant de les régulariser au bout de 5 ans. Enfin, c'est quel cynisme quand même, à un moment donné. Le système, il est quand même un peu agaçant. Oui. Et vous parliez de Frontex. Dans le documentaire, vous dites que le budget va atteindre 1 milliard en 2027, seule agence armée. Et souvent, ce qu'on entend dans les médias, c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert, mais on sait évidemment à quoi ça sert au fond. Mais est-ce que vous avez réussi à toucher du doigt, le motif de l'existence de cette agence? C'est évidemment pas la protection des frontières, mais c'est plutôt repousser du coup une soi-disant menace. Enfin, c'est quoi le motif de cette et la justification qu'il y a derrière l'existence même de Frontex. C'est un peu comme foutre des caméras en banlieue. C'est un peu mettre des barrières, ça participe à cette même chose, quoi. C'est des avions qui sont ultra sophistiqués ou des hélicoptères ultra sophistiqués qui coûtent une fortune et en plus qui n'appartiennent pas directement à l'Europe, qui sont quand même loués à des sociétés privées. Il faut comprendre, c'est des gardes armés, mais de toute façon, en fait, les gens passent ou meurent. Donc, d'une certaine façon, il faudrait mettre combien de gardes pour tenir la frontière? Il faudrait mettre tous les 100 mètres, tous les 50 mètres. Ça n'existe pas. Donc, réellement, c'est donner l'impression... c'est François Gemène qui le dit dans le film. Lui, il dit, c'est donner l'impression aux gens qui sont à l'intérieur d'un territoire qui sont protégés. Mais c'est comme les caméras. Beaucoup de gens votent pour les caméras en se disant, si jamais je me fais agresser... et tu te dis, peut-être que des gens te verront, mais est-ce qu'ils ont le temps d'intervenir? Donc, c'est toute une question qui est un peu absurde. Ça sert à pas à grand-chose, ça coûte beaucoup d'argent, et ça coûte beaucoup plus d'argent qu'il n'en faudrait pour aujourd'hui faire un accueil digne, pour permettre quand même à des gens qui viennent, qui quittent quand même des lieux de guerre. En plus, on peut y aller d'une manière politique ou géopolitique. Généralement, ils quittent des pays dans lesquels l'Occident s'est quand même vraiment engagé et a foutu bien le bordel. C'est comme en Iran aujourd'hui. On se dit, les États-Unis sont bien marrants quand même. Ils ont tellement foutu le bordel qu'encore ils se disent aujourd'hui, tiens, on va continuer sous des prétextes fallacieux. Mais, Et d'ailleurs, je me permets juste. Vas-y. Je vois que le back-off dit quand est-ce qu'on arrête les passeurs aussi. Justement, François Gemène, il a un discours intéressant là-dessus. Il dit, en fait, avec des agences comme Frontex, qu'on engraisse le commerce des passeurs. Oui, totalement. Et vous leur laissez entre les mains. C'est eux qui gèrent les flux migratoires, du coup. Puisque de toute façon, ça passe. C'est une passoire, les gars. Faut arrêter. On va pas mettre des murs partout. Même si on en met, on pourra pas. Mais je rebondis sur un truc intéressant là-dessus, je pense. Il y a un point à noter. C'est ce qu'on appelle le business de l'immigration. Parce que tout le monde est là, c'est pour ses comptes, c'est idéologique. Mais il n'y a pas que ça, les gars. Il y a beaucoup d'argent derrière. Allô. Il y a du fric. Pourquoi il y a du fric? Il y a du fric parce que déjà, Frontex, c'est 1 milliard.
1 milliard de nos impôts. Hein. Mais derrière ça, il y a des constructions de murs, il y a des constructions de camps. Qui est-ce qui gère et qui anime ces camps ? C'est les sociétés privées, les gars. Il y en a une. Quand on va, vous verrez dans le film, parce que je vous invite tous et toutes à aller le voir, évidemment, évidemment. S'il vous plaît. À Lesbos, c'est pas l'État grec qui s'occupe du camp de Lesbos, ce camp infâme. Est-ce que tu peux juste rappeler un petit peu l'île de Lesbos et la position de ça dans la... Alors Lesbos, ça c'est une petite île en Grèce, et ce qui fait que, en fait, comme ils sont près des côtes nord-africaines, vous avez la Turquie, entre autres, la Turquie, pardon, parce que c'était Lampedusa, pardon. La Turquie, en fait, il y a beaucoup de gens qui passent et qui viennent sur cette, qui est la première île européenne. Et donc, ils arrivent, ils débarquent là. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Dans ce cas-là, ils sont pris et mis dans ce camp, qui sont soi-disant des camps d'accueil. Oui. Mais ce camp, c'est une ignominie, en fait. Il faut quand même le voir. Ce sont des algécos au bord de la mer. Il fait très chaud l'été, très froid l'hiver. La bouffe est infecte. C'est soi-disant pour 2000 personnes, mais ça monte jusqu'à 6-7 000. Pourquoi ? Je vais vous dire pourquoi c'est simple, parce que c'est géré par une boîte qui s'appelle G4S. Vous verrez dans vos supermarchés et compagnie, les mecs, ils ont des petits logos, les vigiles. C'est la sécurité. Et ils ont décliné le mot sécurité à tous les niveaux. Et ils gèrent ce camp. Et ils prennent 30 € par jour par exilé. Ça, c'est ce qu'ils prennent. Donc ça veut dire que quand il y a 2000 exilés, alors on le met dans des algécos, ils sont surveillés, ils prennent donc 30 €. Mais ce qui se passe, c'est que parfois il y a des afflux, soit il fait beau, soit il y a une crise, une guerre, il y a plus de monde. Ils demandent l'autorisation, l'État leur donne l'autorisation, et ça monte jusqu'à 7000. Mais ils n'ajoutent pas des algécos, ils n'ajoutent personne. Genre juste, il y a plus de monde. Et en fait, ça, ce sont des gens qui font de l'argent grâce à ça. Mais c'est pas que ça. C'est les systèmes de surveillance en mer, c'est les navettes. L'avion, il y a un avion de Frontex, par exemple. L'avion de Frontex qui est entre la France et l'Angleterre. C'est pas un avion qui appartient à Frontex, c'est loué une société privée. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce sont des milliards, et qu'il y a donc des agents économiques, qui ont tout intérêt à faire peur aux gens et à pouvoir mobiliser des fonds publics notamment pour pouvoir soi-disant sécuriser les frontières et nous amener à moins d'immigration. Mais tout ça est une vague. Enfin, je veux dire, il n'y a pas que des intérêts idéologiques. Il y a aussi beaucoup d'argent. Okay. Il y en a qui ont intérêt à ce que les gens aient peur. Ouais, un petit peu, c'est un peu les mêmes logiques que les marchands de canons ont intérêt à ce qu'il y ait la guerre, quoi. Voilà. Mais c'est vrai qu'on pense souvent aux migrations du point de vue vraiment plus politique, avec toute la droite qui instrumentalise tout ça, par racisme, par xénophobie, par intérêt et calcul politicien. Et c'est vrai qu'on pense un petit peu moins, parfois, aux raisons économiques, qu'il y a tout un tas d'acteurs, effectivement, pas de l'accueil, mais du coup de la chasse aux migrants, je ne sais même pas vraiment comment on peut appeler ça, il y a pas... Je ne saurais même pas vraiment le nommer, qui, pareil, ont des intérêts économiques là-dessus. Et là où, sur la guerre, c'est quelque chose un discours qui est assez répandu, on se dit, il y a des gens qui ont intérêt, notamment les marchands d'armes ont intérêt à ce qu'il y ait la guerre. C'est vrai qu'on peut aussi appliquer exactement la même logique pour l'immigration, ce qui est terrible, quoi. Ouais, et puis le résultat, c'est la peur, tu le disais. D'ailleurs, cette peur-là, elle se retrouve aussi dans les témoignages. Il y a plein de phrases hyper marquantes, mais par exemple, sur la mer, moi, c'est ça qui m'a marqué, c'est à chaque fois, quand on entend les personnes qui ont connu cette traversée terrible, quand ils parlent de la mer, ils en parlent avec la peur au ventre. Et il y a un moment, il y a un témoignage qui dit « La mer, elle vous protège, mais pour nous, c'est un monstre. » Est-ce que cette façon-là de parler de la mer aussi, elle vous a marqué, elle vous a interpellé ? Elle nous a franchement marqué déjà, je dis à Creton, quand on a vu la violence de ce qui peut se passer. Voilà, un bateau fracassé. Crotone, c'est dans le sud de l'Italie. Hein. C'est pareil, okay. C'est en Calabre. Voilà, c'est en Calabre, où il y a eu ça. Mais surtout quand on était dans l'avion. C'est-à-dire que soit on voit la mer sur une carte, voilà, soit on la voit d'un rivage, mais quand on est au-dessus de l'eau, quand on se rend compte à un moment donné que c'est infini, que cette zone est infinie et que des bateaux, alors qu'on n'était pas très haut, c'est vraiment sont irrepérables pratiquement. C'est-à-dire qu'on a des doutes. Je comprends. Et d'autant plus qu'ils sont quand même sur des bateaux de fortune. En provenance de la Libye, ces bateaux sont fabriqués de toute façon par ces Libyens corrompus qui ont aussi les prisons privées et qui fabriquent des bateaux en tôle avec des moteurs qui ne fonctionnent pas. Donc ils partent pour se retrouver en rade. Et Frontex leur dit récupérer les trucs, c'est quand même terrible. C'est-à-dire que avec l'argent de l'Europe, c'est-à-dire qu'on finance quand même ces prisons privées, ces fabrications de bateaux, c'est une sorte de catch-22 avec ces pauvres personnes qui sont effectivement racketées en permanence. Et si elles n'ont pas la possibilité d'être vendues dans un marché aux esclaves, c'est ce qui se passe en Libye, on les bute.
C'est vrai qu'on ne parle pas assez souvent, je trouve, dans l'espace médiatique et politique français de ce qui se passe en Libye, parce que la conséquence, c'est aussi ça. C'est en fait, on laisse des personnes dériver en mer, on appelle les gardes-côtes libyens, ils les ramènent en Libye, et puis là, le pire arrive. Mais de toute façon, la Turquie aussi, la Turquie, elle ferme ou elle ouvre les frontières en fonction des projets de loi ou des choses, enfin d'un bras de fer qu'elle fait avec l'Europe. Et c'est pareil, enfin, faut arrêter de croire que c'est pas la même manière. Dire les gens sont des variables d'ajustement de politique étrangère. D'ailleurs, l'externalisation en fait des frontières européennes dans beaucoup de pays d'Afrique, ça c'est aussi quand on demande en fait au Maroc de gérer, d'éviter que des personnes en fait partent du pays et on les paye pour ça. Nous, on est payé par l'Angleterre en fait pour avoir les frontières à Calais directement. Quand vous allez à Calais, très honnêtement, on a pu voir des images, mais quand on était à Calais avec Cyril, c'est une prison à ciel ouvert. C'est-à-dire que c'est des barbelés pour empêcher les mecs d'accéder aux stations-service, d'accéder au port. À tous les moyens, ils vont rentrer dans les camions. C'est un camp. Calais, c'est un camp. Et je reviens sur Crotone pour vous compreniez un peu, parce que nous, on est un peu comme les gens qui écoutent, c'est-à-dire que nous, on ne connaissait pas grand-chose au sujet. Après, on a bossé 5 ans d'arrache-pied du con. Mais si tu veux, tout ça pour te dire que quand on est arrivé à Crotone, on est allé voir un mec qui s'appelle Mimo Lucano, qui est le maire d'une petite ville qui s'appelle Riace, dans le sud de l'Italie, et qui lui, on était là. Bon, il n'est pas dans le film parce qu'après on peut pas tout mettre, mais lui, il a un petit village et comme il y a beaucoup d'exilés qui viennent, il les a accueillis. Il a été condamné par la justice italienne à 800 000 € d'amende et plus de 10 ans de prison. Il a fini par gagner en cassation au bout d'années, mais il a été ruiné par tout ce bordel. Bon bref, en tout cas, on était allé voir ce mec-là. Et on était dans ce petit village magnifique en italien. Et d'un seul coup, on voit les news. Et on a une copine en France qui nous appelle, qui nous dit regardez, il y a un truc à Crotone. Et Crotone, donc qu'est-ce qu'il y a eu ? Il y a eu un bateau avec plein de réfugiés, d'exilés, et qui est venu à 30 mètres du bord se taper, parce qu'à 30 mètres du bord, le sable était plus haut, il y a une vague, et ils ne savaient pas nager, il y en a plein qui sont morts. Bref, on ne savait pas, on a entendu parler d'un naufrage. Donc moi je dis, putain les gars, on n'y va pas, on n'est pas des vautours. Et Thomas il dit, mais non, mais c'est pas une question de vautours, mec. Là, il faut qu'on comprenne un truc. Donc on y est allé, moi j'étais très nerveux à l'idée d'y aller, j'avais pas envie, c'était moi qui conduisais, je gueulais au volant d'ailleurs, on s'est engueulé. Putain les mecs bon, bref, on arrive sur place. Et là, c'est le bordel. Il y a des hélicos, des trucs de pompiers, l'armée, machin. On arrive à embrouiller un colonel, je sais pas quoi. On arrive à passer les barrages. On s'arrête. Et là, on va sur le bord de la mer. Et là, je me pointe. Mais comme vous, demain, je vous emmène là-bas. C'est là même. Imaginez dans votre cerveau, c'est vierge. J'arrive et puis je vois je vois les ressacs de la mer et plein de trucs là. Et je dis putain, quand même, la mer en Italie, elle est crade. Putain, les mecs, il y a plein de bordel et tout. Et d'un coup, je regarde et là, je vois, je fais non. Mon cerveau, il fait non, c'est pas le bateau là, je vois, c'est pas les épaves du bateau. Et là, je vous jure, les mecs, c'est horrible. Je vois un biberon qui roule avec le ressac sur la truc là. Et là, on était blême. Ça a été chaud parce que d'un seul coup, je veux dire, ce petit moment, ce petit laps de temps là. Tu prends une décharge de réalité vraiment dure dans la tête, et là, avec ton cerveau, il faut pouvoir le digérer, ça. Et en fait, Thomas a raison quand il dit souvent, mais en fait, on n'est plus les mêmes, les mecs, quoi. Et en fait, cette prise de conscience, il faut la faire à un moment. Et voilà, c'était... C'était essentiel de se confronter à ça, comme quand on a été dans le camp à Lesbos, New Moria, on n'a pas le droit, aucun journaliste n'a le droit de rentrer dans ce camp, ni de prendre des images. Donc on est quand même rentré en cachant les caméras, en se faisant passer pour des bénévoles. Mais je pense que c'était important. Et ce qu'on a vu, voilà, c'est pareil, on montre un peu aussi dans le film. Mais la façon dont on traite... il y a quelque chose dans le capitalisme qui est terrible, c'est-à-dire une vie n'en vaut pas une autre. Oui. Voilà. Et ce principe-là... quand on donne pas, moi je crois que quand même l'humanisme en tout cas, on l'a tous en nous, c'est peut-être le plus petit dénominateur commun qu'on peut avoir. Mais si on nous cache des réalités, si on nous cache ce qui se passe véritablement, c'est pour ça que je disais pas en mon nom, parce que je trouve que là on abuse un peu de notre conscience, on n'explique pas bien les choses, dire les gens arrivent un peu à la cool, ils viennent là pour en fait prendre des aides sociales et tout, c'est prendre les gens pour des cons. Voilà. Mais et véritablement, quand on dit oui les gens de droite et tout ça, et la polarisation qui est là aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même énormément de gens qui peuvent voter extrême droite, qui sont pas des gens en fait qui ont ce genre de valeurs inhumaines et qui n'ont pas conscience de ce qui se passe. Et je pense que c'est important aussi parce
que c'est des gens qui ont pu quitter le PC à des moments donnés, qui se viennent là parce qu'effectivement, le RN, ils sont très très faciles à avoir des discours très populistes et à raconter, voilà, le grand méchant loup, regardez les ogres comme ça, ils vont violer vos filles. Et c'est un truc terrible, mais quand ils sont face à une réalité, je pense qu'ils peuvent véritablement changer d'opinion. Mais sur le sujet, justement, il y a une question dans le chat. Alors, juste avant, merci le bol d'histoire pour le raid. Ouais, merci beaucoup. Un petit raid. Il y a une question de Salvagraph qui dit comment réagissent les populations locales sur ces sujets en Sicile, au sud de l'Italie, en Grèce, parce que vous le disiez, voilà, Calais aussi, quand on est percuté, quand on est face à ces réalités-là, forcément, il y a on renoue, en tout cas on est obligé de renouer avec notre humanisme, mais comment elles réagissent, ces populations-là, dans les lieux que vous avez traversés? Elles se polarisent d'un côté et de l'autre, et on voit à Calais, il y a une, je sais plus comment elle s'appelle Mamie Téléphone, je crois qu'il l'appelle comme ça. C'est une retraitée qui est absolument géniale, qui a son petit pave là, dans un coin de Calais, et en fait tous les réfugiés peuvent aller recharger leur portable, leur filer un café et tout, donc oui, ça se polarise, comme dit Thomas. Cette part d'humanité, elle l'a développée, elle l'a fait grandir. Et puis, tu as d'autres gens qui se ferment, qui font même pas le pas pour aller vers l'autre. Et tu retrouves ça partout sur les îles. Tu as toujours, même à Lesbos, tu as un mec incroyable comme ça qui aide. Et c'est partout un peu pareil. Alors, il y a un truc quand même, il y a un phénomène qu'on peut aussi dénoncer là, qui est assez intéressant. À Lampedusa, par exemple, il y a... Alors, juste Lampedusa, si tu peux rappeler ce que c'est. Lampedusa, ça c'est une petite île en Italie, pareil, Sicile, en Sicile, et qui est le premier, encore une fois, pays européen, terre européenne, lorsque tu traverses la Méditerranée depuis la Libye ou la Tunisie. Donc c'est un peu comme l'île de Lesbos, mais plus à C'est très plus en à bas, l'ouest. c'est presque au niveau de Tunis en fait, dans la Méditerranée, donc c'est très proche effectivement de la Libye ou de la Tunisie. Et le truc, c'est qu'effectivement, alors comment les gens réagissent, sur Lampedusa, ils avaient les boules, parce qu'en fait, c'est vraiment une cité balnéaire. En fait, c'est une île, c'est vraiment, il y a des plages, c'est vraiment Saint-Trope. Et du coup, ça faisait désordre d'avoir des gens qui arrivaient à la nage sur les belles plages proprettes. Et du coup, ce qu'ils ont fait, ils ont complètement invisibilisé et très organisé. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a un bateau qui arrive, tout de suite, les gardes-côtes italiens y vont, les récupèrent, tac, ils sont montés sur le bateau. Alors au moins, ils sont sauvés, c'est bien. Ils sont amenés dans un recoin d'un port. Tac, là, ils sont triés, enfin, ils sont notés. Ils partent dans des bus de la Croix-Rouge, et il y a ce qu'on appelle un hotspot, qui est de nouveau un camp géré par des intérêts privés, au milieu de l'île, complètement planqué, cerné par des miradors et des militaires et des flics. Et ensuite, donc là, on fait l'appel, et 3 jours après, ils sont renvoyés sur le territoire italien. Donc comment Alors là, en tout cas, c'est pas les gens, comment ils réagissent, mais c'est pareil, il y a une polarisation, ceux qui en ont rien à cirer et qui en peuvent plus et qui sont dans un rejet, et d'autres qui ont envie d'accueillir et d'aider, quoi. Oui, c'est complètement ça. C'est-à-dire que ce qui est terrible, c'est que, comme je disais, ce qui se passe à Calais, c'est la France accepte l'argent de l'Angleterre, en fait, pour régler et éviter que les gens aillent en Angleterre. Donc ça devient un peu des zones d'étranglement, mais que c'est pareil à Ventimille, qui est la ville italienne avant la vallée de la Roya, en fait, où les gens n'arrivent pas à passer et donc se retrouvent en fait dans les cul-de-sac. On va retrouver ça effectivement à Lampedusa ou à Lesbos. Donc il y a des gens qui habitent là-bas, qui voient les choses qui ont complètement changé et donc qui se radicalisent, ou au contraire qui cherchent à aider et qui cherchent à trouver des moyens. Toutes les questions sont là, mais même ceux qui se radicalisent. Je me rappelle à Calais, on était en train de filmer des flics, on était à côté d'un endroit, d'un camp qui était en train d'être détruit par les policiers. Il y avait un mec avec son pavillon qui commençait à raconter, que les migrants avaient détruit cette tuile de son toit et étaient super vénères. Et donc on a tout ça. Et c'est vrai que l'Europe devrait complètement revoir ses politiques migratoires, donc mettre de l'argent dessus, parce qu'on est encore sur la loi de Dublin, c'est-à-dire que le premier pays dans lequel rentrent les personnes en exil qui doivent faire leur demande d'asile dans ces pays-là, ce qui fait qu'effectivement, quand on voit que c'est soit par l'Espagne, soit par la Grèce, soit par l'Italie, donc ça polarise dans ce coin-là. Quand on parle de déferlement migratoire, filmer l'arrivée d'exilés, que ce soit à Lampedusa, à Lesbos ou à Calais, de voir tous ces gens-là qui arrivent là-bas pour aller... on peut se dire, il y a beaucoup de personnes, ça c'est évident. Par rapport à la totalité de l'Europe, c'est pas énormément, mais dans certains endroits... Donc il y a des choses à faire parce que ça c'est quand même terrible. Et là on voit à Calais, ils sont tout le long de la côte, en fait ils cherchent à prendre des bateaux de fortune et à partir, de toute façon ils partiront, même s'ils doivent risquer leur vie, même si le détroit va passer, enfin je veux dire la Manche passer, c'est quand même des énormes tankers qui passent là-dedans. Donc imaginez un petit bateau, c'est quand même hyper flippant et on laisse faire ça.
Et puis ça me fait penser pour revenir un peu sur ce qu'on dit par rapport à cette histoire de frontières. En fait, je vous donne un exemple criant. Alors c'est moins sur l'accueil que sur l'histoire de l'argent. Je reviens là-dessus parce que j'y ai repensé. À Briançon, il y a un lieu qui s'appelle le Refuge. Le Refuge, c'est en bas, c'est à Montgenèvre, en bas de Montgenèvre, à Briançon. Donc, et c'est un endroit accueil inconditionnel. Il y a des chambres, il y a des médecins, il y a tout ce qu'il faut. Donc tous ceux qui se tapent la traversée depuis l'Italie de la montagne, une traversée qui dure, si tu as de la chance, 8-9 heures, si tu n'as pas de chance, plus, hein, où il y a vraiment de la neige l'hiver. Bref, cet endroit, il coûte 500 000 € par an. Il est financé uniquement par des dons privés, d'accord ? La surveillance de cet endroit-là par les forces de l'ordre, la PAF, c'est-à-dire la police aux frontières et autres, c'est 6 millions d'euros, les gars. Okay, donc ça veut dire que... Plus, quoi. Attendez, avec des délires, je vous jure que c'est vrai, il y a des flics qui se mettent dans les arbres avec des jumelles infrarouges pour guetter les pauvres cums qui on sont tapés 8 heures de neige pour les intercepter. Enfin, je veux dire, 6 millions d'euros. Alors que, enfin, je veux dire, il y a pas, enfin, je veux dire, on est quand même dans le rapport, c'est ça. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas bien accueillir, permettre aux gens d'apprendre la langue? Aujourd'hui, c'est pareil, c'est que des freins. Avant, il y avait des cours qui étaient dispensés par les institutions. Maintenant, alors, on a relevé, pour pouvoir avoir tes papiers, on a relevé le niveau de français, et l'apprentissage ne se fait que sur ordi. Il faut trouver un ordi, il faut savoir s'en servir. Tu comprends ? Enfin, je veux dire, il y a quand même, voilà, enfin, tout ça participe aussi. Voilà, c'est une digression qui n'a rien à voir avec la polarisation des zones exposées, mais voilà, je voulais en parler aussi. Okay. Mais alors, justement, je pense que ça va faire un peu le lien entre les deux propos, parce que moi, en vous écoutant, je pense à Cédric Héroux quand vous êtes chez lui et il explique. D'abord, il dit le meilleur moyen d'intégrer, c'est l'accueil. D'abord, si on accueille dignement, en fait, on va intégrer plus facilement. Et il explique lui que l'accueil de la population, si j'ai bien compris, il est plutôt positif dans le sens où la population connaît les communautés Emmaüs, ils connaissent ces personnes, ces réfugiés qui essaient de travailler, qui essaient de se rendre utiles comme ils peuvent, etc. etc. Là, de ce côté-là, ça se passe bien. Justement, c'est le contre-exemple, quelque part, des politiques qui peuvent être menées au niveau européen. C'est quand on veut bien les accueillir et les intégrer, en fait... ça peut que se passer bien. Ça se passe bien parce que les gens ont envie de travailler. De toute façon, on quitte pas son pays pour se retrouver sans argent dans un pays qu'on on vient pas pour gratter les allocs, quoi. On n'a pas d'amis, c'est un peu compliqué, donc les gens veulent travailler. Donc là, chez lui, il travaille. Et lui, il dit quelque chose de bien. Il dit, mais moi, je suis pas amoureux des Noirs, je suis pas fan de l'immigration, mais il dit simplement, ces gens arrivent. De toute façon, ils arriveront toujours. S'ils sont dans la rue, il faut savoir qu'il y a des réseaux de traite, il y a des réseaux de vente de drogue. Ces gens-là sont des personnes qui peuvent se retrouver à vendre du crack parce qu'on leur a filé du crack et qui sont sous crack et qui vont en avoir. Les jeunes femmes, c'est 48 heures, elles se retrouvent dans les réseaux de traite. Donc, pour lui, c'est essentiel pour éviter à des moments d'accident, parce qu'il faut dire que tout ce que les gens subissent quand on passe par la Libye, quand on est enfermé en prison, après par la Méditerranée, la montagne, réellement, je me dis, il y a quand même peu d'accidents qui sont là, parce qu'il faut avoir le crâne solide. C'est le mec qui boit de l'eau salée à 15 ans, et qui a la gorge en feu quand il arrive. Voilà, tu te dis après, les gens, ils sont quand même hyper cool, je trouve. Parce que franchement, se taper tout le racisme et tout ça. Donc, effectivement, l'accueil, c'est quand même hyper important pour éviter déjà d'avoir des problèmes psychologiques, socio-psychologiques, parce que ces gens-là sont quand même des gens qui sont abîmés. Il faut les prendre en main, il faut quand même éviter de les laisser seuls. Et ce qui est terrible, c'est que quand même l'Europe a encore, chez ces personnes-là, un écho des droits de l'homme très fort. Donc ils pensent à arriver quand même en terre des droits de l'homme. Et ce qu'ils découvrent, quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, c'est le racisme, c'est l'indifférence, c'est la violence. Voilà l'image qu'on a. Et quand tout le monde dit en France, oui, ils viennent chez nous profiter de nos avantages, on est le 10e pays d'Europe, en fait, le plus intéressant pour eux. Donc, quelque part, faut pas se targuer non plus de dire, oui, ils viennent chez nous pour nos avantages et tout. Enfin, franchement, la France, c'est pas le pays le plus intéressant pour eux. Parfois, quand ils y restent, c'est parce que ils n'ont pas le choix ou parce que c'est compliqué, mais faut bien comprendre. Il y a une question là, dans le staff. On me demande, quelqu'un dans le staff connaît le nom d'une association qui aurait besoin d'ordinateurs pour que ces personnes puissent faire leurs cours et pas ta caisse. Ouais, il y en a sûrement. Je pense que tu peux. C'est Zara Albach Sama qui demande ça. Je pense que tu peux demander à Utopia 56. Ils en ont toujours besoin. Il y en a d'autres. Il n'y a pas que. Il y en a plein des assos. Écoute, écris-nous sur Welcome to Europe sur Insta et on va je vais demander. On a plein d'assos partout.
partenaires, Emmaüs, on en a plein, et on leur demandera, ou France Terre d'Asile, ou Singa, je peux leur demander, bien sûr, carrément, quoi. De manière générale, qu'on ne sait pas trop vers quelle association s'orienter, autant s'orienter vers une association, et puis à la limite, après on se fait orienter. Utopia 56, ils sont en contact avec toutes les autres associations, acteurs de l'accueil en France. Donc, ils ont a priori, ils ont tous besoin de moyens. Voilà. Parce que les États mettent tout en place pour qu'ils dépensent le plus d'argent possible et arrêtent de faire ce boulot-là. Et il y a une question vachement intéressante de Anva63 qui dit: j'avais lu que les forces de l'ordre à Calais avaient le turnover le plus important de France. Tellement que ça a des impacts négatifs. Bah ouais, parce que le truc c'est que en fait quand tu restes sur un territoire, tu finis par tu réhumanises la figure c'est-à-dire que l'exilé, quand tu l'as vu une fois et que tu le connais pas et que tu le diabolises, bah oui, tu vas être relou. Puis au bout de 3 mois, tu as compris que en fait le mec il est boulanger, ou le mec il bosse, il vend des fruits sur le marché, flic ou pas flic, t'étais humain et tu vas finir par avoir une approche différente. Et en fait, non, il y a un turnover. Ils font pareil avec les préfets. Donc, il n'y a pas moyen d'avoir un lien et qu'un lien se tisse. Donc, réhumaniser. Et c'est ça le but de notre film aussi. Okay. Voilà. Et non, mais tu vois, c'est une question intéressante, bien sûr. Et je pense que c'est à dessein, ce turnover. C'est pas, voilà. Et c'est pareil. Ils font pareil à Briançon. Les équipes, elles changent sans arrêt. Sans arrêt. Ah, c'est sûr. Parce que le mec qui va planter le canoë, parce qu'on lui a dit, voilà, ils sont dangereux et tout. Il le fait une fois, mais je pense qu'il le fait pas une deuxième fois. Mais d'ailleurs, je vais faire bon, non, je vais pas le dire parce que sinon ça va faire. Mais mais la Shoah par balle, et ça a dû être arrêté à un moment donné parce que les mecs pétaient un plomb. Ah oui, ils pétaient un plomb. Et ce que je veux dire, c'est on leur demande de faire un boulot qui est pas le leur. Donc moi je suis pas dans l'idée de dire tous les flics sont voilà, c'est pas ça dans l'idée. Effectivement, il y a un turnover, les mecs viennent en plus de régions où ces choses n'existent pas et à dessein, et ils se retrouvent face à des choses qu'ils ont entendues à la télé en se disant puis ils obéissent, c'est le principe quand même des militaires ou des flics, mais c'est terrible parce que eux-mêmes on leur demande quand même de faire des choses je veux dire, crever des bateaux avec des gamins dessus, et ils partent. Et ils se retrouvent au milieu. On a dans le film, on a ce monsieur qui nous parle en disant qu'ils sont retrouvés quand même au milieu, au milieu de la mer du Nord, avec le bateau crevé, avec copé avec leurs pompes. Il y avait des gamins sur le bateau et avec un renvoi d'appel entre les Anglais et les Français, comme ça, qui se renvoient la balle. Ah non, on va t'en occuper et tout. Ah non, parce que si c'est les Anglais qui les récupèrent, ils sont obligés quand même, de les récupérer. Et donc c'est la France quand même qui est un peu responsable de ça. Mais ils étaient en eau anglaise, donc c'est voilà. Et 7 heures quand même à flipper, à attendre, en stress. Et le mec il te dit, je vais y retourner. Il va certainement y retourner quand il peut y retourner. Ça c'est quand même voilà. Ouais. Et on parlait de l'impact sur les personnes, l'impact sur les forces de l'ordre, l'impact humain. Et vous, comment vous en êtes sorti de ça a duré combien de temps d'abord? Et est-ce que vous en êtes sorti abîmé, motivé, désillusionné? Je sais pas. Non, mais c'est compliqué parce qu'en même temps, on n'a pas envie. Moi, j'ai pas envie de plomber tous les gens, mais qu'est-ce que moi? Alors, je vais te dire un truc vachement intéressant, c'est que, pour moi, je trouve ça intéressant. C'est qu'avec Thomas, au début, je lui dis viens. Moi, je me dis putain, il y a trop de narratifs anxiogènes sur ce sujet-là. Viens, on fait un truc résolument happy là-dessus. On montre que des exemples bien, des exemples positifs de mecs qui s'en sortent. On montre que les réfugiés, qu'il faut que l'immigration, ça c'est toutes ces théories anxiogènes et compagnie, c'est la foutaise. Tu voulais faire des blagues? Ouais, je voulais faire des blagues. Ouais. Et en fait, mais quelque chose de positif pour emmener un peu sur un autre terrain narratif. Mais le problème, c'est que quand tu commences à creuser, on a des belles histoires dans le film. On a l'exemple de Yadoula Moussaoui, qui est ce jeune Afghan qu'on suit, qui vient à la maison et qui ensuite s'intègre par le boulot. Il est prof de yoga, il est comédien et il y arrive. Donc il y a ce narratif-là. Mais le reste, on était pris à notre propre envie d'en parler sérieusement et comme il faut, et de faire une synthèse. Et on se retrouve face à une réalité. Donc qu'est-ce qu'on en fait de cette réalité? Et ta question, non, on n'est plus les mêmes. Et le problème avec Thomas, on est mort de rire parce qu'on se dit, putain, on fait quand même un film qui plombe parce que les gens, tous nos potes savent, et les gens qu'on voit dans des dîners, c'est quand même le sujet qui fait mal. Donc à un moment, ils n'en peuvent plus. Regarde, là, ça fait, je ne sais même pas combien de temps, on est capable de parler 5 heures d'affilée, tu vois, comme ça. Tu vois, ça nous a changé. Effectivement, quand on dit, t'es à Creton, t'es au camp de Lesbos. Enfin, je veux dire, tu vois une petite fille qui va forcément crever parce qu'il n'y a pas les conditions pour qu'elle continue à vivre. Oui, tu te dis, donc elle vaut que dalle. Voilà. Et t'as un mec qui va prendre un sous-marin pour visiter le Titanic. Si tu veux, t'as des millions qui sont faits, en fait, pour pouvoir lui venir en aide. Oui, effectivement, il y a un racisme qui existe, en fait, tu vois, de gens venant d'autres pays, tu vois, sur les personnes racisées, mais tu as aussi un racisme, en fait, anti-pauvre, qui englobe tout ça, voilà, et qu'on vit, et qu'on a vu, et qui est quelque chose de terrible. Et en même temps,
on a vu, Yadoula, on est devenu amis avec lui. C'est vraiment, c'est pas du tout, c'est sorti comme ça de nulle part, et on est devenu amis parce qu'on l'adore, il nous suit sur la tournée, vraiment, c'est notre ami, voilà, je peux rien dire. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui laisse quand même entendre que on peut se rencontrer. C'est hyper important, voilà, de l'intégration. C'est ces deux personnes qui se rencontrent. Hein. C'est pas quelqu'un qui vient vers nous. Non, c'est deux personnes qui se rencontrent, qui apprend l'un de l'autre. Il nous apprend plein de choses. Il nous cuisine hyper bien. Et voilà, on se marre ensemble. Et il s'intègre. Il se marie avec Fanny, qui est française, comme ce que dit François Héran, en fait, qui est des mixités. Je veux dire, il répond à tout ça. Il est heureux. Il fait sa vie. Et voilà, c'est tout ce qu'on demande. Et il n'emmerde personne, et certainement pas. Et les musulmans, mais voilà, sa meuf n'est pas voilée. Enfin, il n'est pas en train de vouloir amener la charia dans notre pays. C'est voilà. Et je veux dire, nous, on l'a pas choisi. On n'a pas fait un casting pour savoir en fait quel est le meilleur arabe qu'on pourrait montrer en fait en termes d'intégration. Non, voilà. Ouais, et puis il y a un autre truc que ça fait changer vraiment, ça c'est la lecture de l'actu et par exemple, tu te rends compte d'un seul coup, tu décryptes les choses différemment. Par exemple, tu te rends compte que tiens c'est bizarre, les mecs ils appelaient ça la jungle de Calais. C'est quoi cet élément de langage ? C'est quoi ? C'est la jungle ? Mais c'est quoi ? Mais dans la jungle, il y a quoi, les mecs ? Il y a des animaux. Mais même moi-même, je dis la jungle. Et tous les médias de gauche, de droite, du centre reprennent cet élément de langage de la... Mais inconsciemment, vous ne croyez pas que ça tape inconsciemment ? Vous ne croyez pas que c'est une déshumanisation ? Et moi, je suis en colère contre moi-même. Je dis, mais merde, j'ai pas vu. Un autre exemple, l'été, tu entends parler des mecs sur un bateau, ils sont 5, le bateau chavire en Méditerranée. Alors, il y avait un Allemand, il y avait un Anglais, un Français, machin, on va les sauver, nana. Et quand il y a des bateaux de migrants, il n'y a pas de nationalité, c'est des migrants. Alors, tu sais pas ce que c'est les migrants dans la jungle. Mais je veux dire, ça participe aussi d'une déshumanisation et d'une mise à distance, tu vois. Et je pense que c'est ça qui est en train de nous perdre. C'est ça qui est en train de nous perdre nous-mêmes par rapport à ce qu'on se targue d'être la France, terre d'asile. On oublie ça, les mecs. Et en fait, ça se fait pas en acceptant ce genre de choses-là. Donc, ce que ça nous a apporté avec Thomas, c'est aussi, d'un seul coup, tu vois les choses différemment et tu as envie de te battre. Et tu sais bien que je sais pas si la partie va être gagnée, mais en tout cas, ce que ça nous a fait changer, c'est que tu veux tout faire pour faire entendre d'autres narratifs. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est tout. Puis c'est pour ça qu'aussi on a fait ce film, pour donner à d'autres personnes et un film grand public, voilà, donc que des enfants puissent aller le voir aussi à partir de 12 ans et comprennent la situation. Voilà. Au moins que ça serve à ça. Parce que nous, ça nous a niqué. Enfin voilà, toi, on a pris cher aussi, on a fait chier toutes nos familles parce qu'on parle que de ça. Tu vois, mais oui, ça c'est terrible. Hein, quand j'entends la dernière fois un journaliste sur CNews qui dit qu'il faut les jeter à la mer. Non, mais c'est comment il s'appelle, cet abruti, mais c'est un truc d'enfer. Oui, Jean-Claude Dacier, je crois. Non, voilà, Jean-Claude Dacier, là, qui dit qu'il faut les jeter à la mer. Tu vois, si on peut pas les accueillir, il faut les rejeter à la mer. Non, mais c'est comme si le poisson pourri. Bon, il a été mis à pied de manière pas totale de CNews, mais c'est quand même encore ce genre de discours, ce qui montre bien qu'on parle pas d'individus, qu'on parle de poissons, de chiffres, de gens qui servent à rien. Le choix des mots est important. Tu parlais du vocabulaire, mais c'est vrai qu'on parlait de la déshumanisation, mais il y a aussi Benoît Hamon dans le documentaire qui dit il y a un vocabulaire guerrier aussi qui est utilisé. On parle du front migratoire, de l'offensive migratoire, et il y avait autre chose, de la catastrophe migratoire aussi. Enfin, là aussi, c'est une façon de faire entrer certaines idées dans les cerveaux. Mais ce qui est terrible, c'est que tu te rends compte qu'en 80 ans, rien n'a changé. Moi, je me rappelle de mon grand-père qui était quand même... Enfin, il faut quand même rappeler qui était mon grand-père. C'était un capitaine républicain condamné à mort par Franco, qui était sur place, qui était comptable à la base, qui s'est échappé, qui est devenu un dangereux bolchevique, qui a été 3 ans sans papier, qui a ensuite... alors, d'un seul coup, il est devenu galeriste, d'ailleurs, place Vendôme. Il exposait des gens d'Amérique du Sud un peu partout. Il a été décoré ensuite de la Légion d'honneur, machin. Il a été aussi honoré pour ses faits de guerre contre le fascisme. Donc d'un coup, ça, en fait, c'est un héros, ça devient un barbare, ça devient un héros. Enfin, les gars, on se met d'accord ou pas là ? Et donc c'est ça aussi. Et tu te rends compte qu'aujourd'hui, finalement, à l'époque, lorsque les Espagnols, les 400-500 000 Espagnols républicains qui se sont échappés parce que pour par Franco, il faut se rappeler quand même qu'ils étaient désignés par les médias et par certains aussi députés de droite, extrême droite, parce que ça, c'est pareil, ça n'a pas beaucoup changé les choses. Ciotti et compagnie, il a de la cousinade à l'époque. Voulait envoyer tous les réfugiés espagnols sur des îles désertes du Pacifique, en disant mais on va leur donner, mais
l'Angleterre et le Rwanda, c'est pareil. Donc aussi, tu te rends compte qu'en fait, il y a les mêmes idées nauséabondes qui continuent pour rien. Mon grand-père s'est très bien intégré. D'ailleurs, je suis là grâce à lui. Voilà. Et c'était pas ce dangereux bolchevique qui en voulait à la République française. Mais tout comme les mecs d'Afrique subsaharienne ou de Moyen-Orient aujourd'hui, pas du tout. Ils n'ont pas du tout ça, au contraire. Enfin, je sais pas si moi... En l'occurrence, avec ce film, j'ai fait de temps en temps de l'accueil citoyen, pour une nuit avec Utopia. Ils ont un programme. Singal fait aussi avec J'accueille. Donc tu reçois des gens une nuit, mais c'est juste fantastique. C'est un tel enrichissement. C'est super agréable, en fait. C'est vraiment agréable. Mais moi, je flippais au début, à force d'entendre ces salades. Je me disais, mais attends, je vais planquer mes... Je te jure, j'étais complètement con, en fait. Tu te rends compte de ta bêtise abyssale. Et voilà. Donc, en fait, et tout ça, voilà, participe aussi d'un changement de regard. Ouais. Mais ça, d'ailleurs, c'est un des arguments classiques des racistes, des xénophobes de l'extrême droite, pas forcément à la télévision, mais genre sur les réseaux sociaux. C'est un truc qu'on entend tout le temps. Des gens de droite qui s'adressent à des gens de gauche en disant « Ah, mais si t'aimes tant les migrants et les réfugiés, pourquoi t'en accueilles pas chez toi ?» En se disant « Mais c'est impossible, ces gens-là ne vont jamais accueillir ces migrants chez eux parce que ce sont des sauvages, des barbares, etc. » Alors qu'effectivement, il y en a qui le font, notamment via des associations comme Utopia 56. Et au contraire, c'est des expériences qui sont profondément humaines. Donc, c'est finalement une réponse à cet argument-là qui est encore une fois déshumanisant. Oui, effectivement, quand on prend un migrant chez soi pour dormir une nuit, et en fait ça se passe bien et on en a la confirmation, quoi. Mais tout simplement. Cyril a raison. Et tu te sens bien après. Tu te sens bien, mais faites-le les mecs, tu te sens hyper bien. Tu dis waouh, j'ai passé un super moment, j'ai été cool, et en fait ça m'a juste apporté des choses. Mais voilà, c'est ça. Mais il faut l'éprouver, ça. Ouais. Une fois que tu l'as éprouvé, une fois après tu veux le refaire. Mais tu vois qu'il y a Kiadoula quand même quand tu l'accueilles. Ce truc-là, ça nous a tous bouleversés parce que c'est quand même. Le mec est d'une politesse, et tu te rends compte de ce qu'il donne, parce que ce récit d'exil, c'est un cadeau, parce que c'est quelque chose quand même de très fort, et ça le bouscule en plus de le raconter. Et cette force, et le mec, quand il te raconte ça, tu vois, et t'es là, et tu te dis, t'as envie de tout donner. Mais je me rappelle, à cette petite fille à Lesbos, tu te dis, elle voulait de la viande, il n'y a pas assez de nourriture, en fait, pour pouvoir l'aider à se développer. Franchement, j'étais en train de dire, je donne tout ce qu'il y a sur mon compte et tout, parce que tu te dis, moi, j'ai des filets. Enfin, on a des filets pour pouvoir mais il n'y a pas assez de choses. Quoi. C'est un truc. Et nous, à Kiadoula, on était là à se dire, mais merde, putain, en fait, toutes ces idées, parce que tu as raison, Cyril. Il y a quand même un racisme systémique, tu vois. Et même quand on est de gauche, d'une certaine manière, ces choses-là, quand même, elles te bouffent un peu. Et tu as toujours tendance un peu à te dire, bah non, il faut faire ça parce que c'est de l'idéologie. Mais je veux dire, il y a une confrontation réelle à avoir. Donc autant qu'on soit de gauche ou de droite, parce qu'il y a des personnes, effectivement, à qui on va dire, mais t'accueilles, ils vont dire, non, mais voilà, c'est compliqué et tout. Donc voilà, c'est une forme de racisme quand même, parce qu'ils ne le disent pas, mais il y a la peur, voilà, il y a la confrontation, j'ai pas envie de le faire. Ils vont faire du couscous à l'intérieur de chez moi, ça va puer. On peut imaginer ce truc-là. Non, enfin, ce film aussi s'adresse quand même aussi à des gens de gauche qui pourraient avoir... d'une certaine façon, un racisme un peu enfoui et qui parle de manière idéologique pour arrêter de se faire avoir aussi par les compars de CNews qui viennent d'autres frontières, qui viennent sur le terrain en fait pour montrer les paradoxes. Et il y a plusieurs personnes que vous interrogez qui parfois évoquent, en tout cas mentionnent la France, pays des droits de l'homme, en disant avant de partir, je me suis dit je rejoins la France, pays des droits de l'homme. Est-ce que cette image-là, elle change ensuite vu le traitement qu'il leur est appliqué une fois tu m'étonnes. Ah bah oui, tu m'étonnes. Kiadoula le raconte déjà. Enfin, lui, il arrive en Grèce. Donc c'est comme l'Europe, c'est l'Europe des droits de l'homme aussi. Il se fait tabasser par les flics parce qu'ils le prennent pour un passeur. Voilà, c'est ça. Et la France, réellement, je pense que nous, on a une image beaucoup plus sexy que celle qui récupèrent quand ils arrivent en France. Enfin, on les accueille dans le caniveau. C'est ça la réalité. Mais c'était pareil au moment de mon grand-père, José Montagna, quand il est arrivé. C'est mon cousin qui est réalisateur et journaliste espagnol qui le dit. Il dit, mais en fait, tous ces mecs-là qui venaient d'une république vers une autre république, liberté, égalité, fraternité, les mecs arrivaient d'une république à une autre république. Donc on pensait être accueillis. Et en fait, rien, fermé. Genre dans des camps. Je dis Argelès, il faut se rappeler ce que c'est Argelès. Les mecs, Argelès, c'est un camp. Il y a jusqu'à 70 000 personnes. C'est des barbelés qui sont mis tout de suite autour de ce camp, au bord de la mer, sur la plage. Des gens qui meurent de froid, c'était en plein hiver. Des miches de pain qu'on leur jette comme ça, pire que des animaux. Quand même des Espagnols. Je veux dire, c'est quand même ça, ce degré d'inhumanité, il existe depuis toujours, en fait. Et donc voilà, donc on était quand même là. Et c'est vrai que tu te dis, mais est-ce que les choses ont changé depuis ou pas ? C'est un peu
un peu compliqué de faire ce constat qui est un peu. C'est vrai que par rapport à ce que tu dis sur Argelès, mais aussi Rivesaltes, enfin tous ces camps qui ont accueilli les réfugiés espagnols, je vous conseille le musée de Rivesaltes. Je ne sais pas si vous êtes allé, mais voilà, c'est pour se rendre compte là pour le coup que rien n'a changé et que malheureusement on est toujours au même niveau de déshumanisation des personnes qui viennent demander un accueil. Allez voir ce musée-là parce qu'il est vachement bien fait. Voilà, il y a les réfugiés espagnols, mais aussi il y a la question des personnes tziganes. Enfin voilà, donc voilà, c'était juste le petit conseil. Bah oui, c'est bien. Visite. Alors, il est déjà 12h27, donc on s'approche de la fin de l'entretien. C'est passé assez vite. On aura peut-être dépassé un petit peu d'une trentaine de minutes, quelque chose comme ça. Mais je voulais finir un petit peu là-dessus, parce qu'on n'a pas eu trop l'occasion d'en parler. Vous avez eu l'occasion de projeter le film en avant-première, du coup, dans des écoles. Là, je crois même qu'il y a un partenariat avec la région Occitanie, si je ne dis pas de bêtises. Centre-Val de Loire et bientôt Bourgogne. Et donc, c'était pour savoir un petit peu, c'était quoi les réactions que vous aviez de la part des élèves, c'est quoi les types de discussions, vous en avez déjà un petit peu évoqué tout à l'heure. Mais revenir un petit peu sur la partie partenariat avec les écoles, l'aspect un peu pédagogique que peut avoir ce film-là envers des enfants et des adolescents, je dis le début. Précisément. Tu dis le début. On est un duo, en fait. On est un duo de comiques, en fait. On vous avait pas dit. On a raté ce côté-là. On a raté un peu le côté comique aujourd'hui, mais on va revenir avec un film vraiment très drôle la prochaine fois. Non, en fait, non, mais avec Thomas, on a fait des avant-premières un peu partout en France parce qu'on a pas mal de villes qui nous ont aidés, genre Paris, Lyon, Marseille, Nancy, enfin plein de villes nous ont aidés à financer la post-prod. Il y a une asso qui s'appelle Land Vita, voilà, qui est l'Association nationale des villes et des territoires accueillants qui nous aide. Et dans ce cadre-là, on est allé faire des avant-premières avant les municipales, parce qu'il y a une période de réserve, donc on devait les faire cet été, les avant-premières, parce qu'après les mairies n'ont plus le droit de porter des sujets politiques. Et donc on est allé là-bas, et à un moment, dans le cadre d'un festival, on nous a demandé est-ce que vous voulez intervenir devant des scolaires. Moi, je t'avoue, c'est les quatrièmes, j'ai dit franchement, les quatrièmes, ils vont avoir un film de 2 heures sur l'immigration avec 2 quinquas qui se pointent derrière. Ça va être la sale matinée de leur trimestre. Quoi. C'est l'âge chiant, la quatrième. Ah, non, pour avoir été prof, c'est l'âge où ils sont chiants. Quoi. Voilà. Ça peut. Et contre toute attente, les gars, j'étais scotché parce que les élèves étaient hyper intéressés par le sujet de l'immigration. Après avoir vu le film, ils étaient révoltés. Et on a commencé à parler, du coup, en parlant avec eux, on leur a dit, mais attendez, vous êtes révoltés, mais pourquoi ? C'est quoi votre source d'information ? Ah Insta, TikTok, machin. Ah ok, d'accord. Donc et là, on a commencé à parler des fake news, de la désinformation, de l'esprit critique nécessaire pour décrypter l'info. Et en fait, on s'est rendu compte que le film l'a touché un point essentiel, c'est l'impact sur les générations futures. Et du coup, effectivement, fort de ça, on a avancé, on a fait d'autres interventions pour être sûr qu'ils sont tous intéressés, et ils le sont tous. Et donc, du coup, effectivement, on a développé avec des régions, Occitanie, Centre-Val de Loire, Bourgogne bientôt, avec les lycées, pour aller dans les lycées, en même temps qu'on fait... l'après-midi, on fait des rencontres avec les lycéens ou les collégiens, et le soir, on fait nos avant-premières. Voilà. Et c'est fabuleux. Je me rappelle le premier scolaire qu'on a fait, donc c'était une classe, c'était en Limousin. Et donc, sur ces questions migratoires, il y avait dans la classe juste une petite fille racisée, noire, et qui était un peu perdue parce qu'il y avait plein de questions qui se posaient, mais on sentait qu'elle portait, parce qu'elle était racisée, un peu toute cette pression de ces questions migratoires. Et on pose la question, parce que François Héran dit dans le film que 31% de la population française aujourd'hui est liée à la migration sur 3 générations. Et donc on pose la question en disant qui a des grands-parents issus de l'immigration. Et là, il y a 40% des enfants qui lèvent la main. Et d'un seul coup, cette petite fille s'est plus sentie seule à porter cette question-là. Et il y a quelque chose de magique à la souris. Parce que autour d'elle, elle s'est dit, en fait, ils sont comme moi. Ils ont aussi cette histoire migratoire, mais qu'on a tendance un peu à oublier. Et je pense que c'est important de créer un réenracinement de la part de ces enfants dans cette fierté, on va dire, de l'immigration, qui est quelque chose qui est important. Je ne sais pas si je me répète, parce que parfois... Moi, je voulais juste répondre à 2 personnes. Je voulais répondre à 2 personnes. Le titre du film, ça c'est Welcome to Europe. Alors ça, c'était, je ne sais plus qui demandait ça. Le titre, c'est mercredi, c'est Welcome to Europe. Il est en salle en ce moment. Allez-y. Et puis l'autre truc, c'est Salvagrave qui dit, si on a une asso, est-ce qu'il y a possibilité de faire une projection avec vous ? Mais bien sûr, évidemment qu'il y a moyen, il y a double fois moyen. Donc écrivez-nous sur Welcome to Europe sur Insta, direct, et puis on vous répond. Et bien sûr, on est porté par plein d'assos, par une trentaine d'assos. Je ne vous ferai pas la liste aujourd'hui, mais voilà, on est SOS Méditerranée, Médecins du Monde, Singa, et on fait beaucoup de choses. Là, on part avec Thomas pendant 1 mois et demi, 2 mois en tournée, en Occitanie, en Bretagne, dans le sud. Donc évidemment, et les assos sont partenaires, on a besoin des assos.
Ouais, et vous avez Voilà. mis toute la liste des séances Sur Insta, sur Facebook, sur Insta. Et sur Village Production aussi. Ouais, je sais pas trop. Ouais, si, un peu, ouais. Ok. Bon, Instagram de manière générale. Ouais, vous Insta, contactez Insta, pour avoir les facile. news. Ouais. A priori, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Ouais. Trop Ok, bien. ok. Ben, en tout cas, merci beaucoup d'abord d'avoir été là, puis pour votre travail, parce que Ouais. en tant que spectateur, je sais pas toi, mais Ah si, moi j'ai vraiment aimé le film. Hein. J'ai Je dis adoré. pas juste et ça parce puis- qu'on est en train de faire la promo ou je ne sais quoi. Vraiment, je l'ai regardé et le puis, film ouais. est vraiment beau, quoi. Il y a Ouais, vraiment et- des beaux témoignages. Je sais pas, on voit toute l'humanité qui se dégage de ces situations qui sont profondément révoltantes malgré tout, quoi. Et alors moi, c'était une des questions que je voulais poser justement et qu'on a déjà posé. Est-ce qu'au final, ça donne plus la niaque, ça donne plus envie de se battre, ou est-ce que c'est plus déprimant? Bon, j'ai pas la réponse à cette question en voyant le film, mais en tout cas, on voit des moments profondément humains, des témoignages qu'on n'a pas souvent l'occasion de voir. Et en plus, il y a vraiment ce côté où c'est facile d'accès pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout toutes ces questions-là. C'est vraiment une très belle vue d'ensemble un peu de la situation migratoire en Europe, avec vraiment, vous avez fait un petit peu tout le tour, quoi, la jungle de Calais, Cédric Héroux, Lesbos, Lampedusa, etc. Donc voilà, c'est à la fois d'un point de vue pédagogique, le film est vraiment hyper réussi, et puis c'est un film qui a des très beaux témoignages et qui est profondément humain finalement. Je trouve que c'est vraiment ce qui ressort le plus. Ça parle pas tant que ça de politique, mais tant mieux au final. Ça remet vraiment le... Même si c'est en filigrane. Ouais, c'est en filigrane, mais ça Ouais. met vraiment les parcours de ces exilés au cœur du film, et c'est surtout de ça dont ça parle en réalité. Puis ça révolte, mais ça donne pas seulement envie de tout cramer, ça donne envie de s'engager, Oui. d'essayer de changer les choses. Mais Donc c'est ça, parce que le point que tu soulèves, Haribo, c'est important. C'est en fait, tu te dis, est-ce que ça me décourage ou ça me donne envie d'y aller? Et je veux juste dire à toutes celles et ceux qui ont envie d'y aller, allez-y, même si c'est pas grand-chose, parce que le plus nombre, même si tu files 20 balles à une asso, même si tu vas aider un soir à distribuer quelque chose, même si tu vas quelqu'un dans la rue, tu vas le voir, tu as besoin de quelque chose, je peux t'aider, faites-le parce que ça aide. Et j'espère que le film va te donner envie plutôt de se dire oui, la charge est énorme, mais faites tous un petit peu, ça aide. Enfin, Ouais, et puis même dire bonjour. Tu sais, je me rappelle, on avait fait une projection et on a croisé. Donc, on était avec des gens qui venaient de voir le film. On a croisé des personnes exilées qui étaient en train de marcher dans la rue, qui regardaient un peu leur pompe parce que c'est pas quelque chose d'évident à porter. Et tout le monde a eu cette réaction de dire bonjour, bonjour. Voilà, ça crée des sourires et en fait, voilà, c'est ça l'intégration. Ouais. C'est de pas regarder ailleurs, de dire ça existe et rien que de dire bonjour, bah, c'est le minimum qu'on puisse faire. Et déjà, bah, c'est quelque chose qui construit d'autres possibles et tout ça. Donc, faut quand même, voilà. Ouais. En tout cas, on se joint à Kropotkin qui dit merci au réalisateur, vous êtes passionnant, pas de langue de bois, vous m'avez ému. Donc voilà, merci beaucoup. À un moment, j'ai Merci essayé à de dire des grossièretés pour faire comme Ribot sur sa chaîne, mais il a pas dit un seul gros mot. Je me suis senti très seul en disant fils de pute 3 fois. Je pensais que tu allais enchaîner. Faut pas dire Eh non, ça. ta chaîne, t'es là, quand même- c'est le plateau du bas, c'est pas que ma chaîne. C'est pour ça. Merde. Alors, je suis désolé alors pour les gros Non, mots. non. Puis si tu Y a veux pas faire de comme souci. Ribot, faut aussi imiter Ciotti. Je sais pas si tu sais le faire. Ah non, vas-y. C'est évident. Alors là, sur commande, j'aurais du mal là. Ah, il est génial. Une prochaine fois. Bon, en tout cas, merci Ouais, beaucoup. merci On va beaucoup d'être devoir, passé, hein, vraiment c'était super.